Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver à la moitié de la saison NBA. Ça y est, on y est déjà. C'est passé vite, mais on est à la moitié de la saison, même un peu plus, parce qu'on enregistre juste après le match contre Houston, le 42e. Mais ben, il est temps pour nous, justement, de parler de toute cette première partie de saison. Et avec moi pour ça, Tom, comment ça va? Ça va, on est content de suivre cette équipe surcotée d'OKC, hein, évidemment, qui va un coup de moins bien. C'est peut-être pas le moment de le dire vu les matchs qu'on vient de voir contre les Spurs et les Rockets, hein, pour le coup, qu'OKC est surcoté. Mais du coup, ça va, Thunder est toujours, meilleur bilan de la ligue, donc on voit les choses sereinement pour l'instant. Tant qu'on a les arbitres avec nous, Tom, il peut rien nous arriver, tu le sais bien. Bah, écoute, ouais, le 6e, 7e et 8e homme sur le terrain, évidemment. En gris. Un jour, on aura un maillot gris, on a déjà eu, mais si on en a un maillot gris, on n'a pas fini d'entendre des remarques, je pense. Et avec nous, bah maintenant, vous avez l'habitude, il est là tout le temps. Amaury, comment ça va? Bah, ça va très bien. Déjà 42 matchs, Ouais. je les ai même pas vus passer pour le coup en 3 mois. Je crois qu'on est l'équipe qui a le plus joué d'ailleurs, parce que les Rockets ils ont joué 5 matchs de moins, il me semble. Mais ouais, bah, ça fait du bien aussi de revoir une équipe qui fonctionne, de retrouver notre Thunder, on va en parler. Donc bah, très heureux de vous retrouver et puis de discuter un peu de tout ça. Ouais, parce qu'on on a de quoi parler. On a fait tout le début de saison ensemble, on a parlé du début historique, puis après du, du moment de doute, on va le dire comme ça. Et là, on est venu un petit peu chacun avec un point dont on avait envie de parler, un point qui nous a un peu marqué sur ce début de saison et qu'on avait envie de discuter. Avant ça, quand même, petit résumé. Je l'ai un peu dit, début de saison un peu en 3 temps pour OKC. D'abord, on va appeler ça la lune de miel avec l'euphorie du titre, on va dire. On surfait sur une vague de confiance assez forte avec le 24-1, un début de saison historique, on en a parlé, nous, est-ce qu'on allait battre le record, etc. Puis il y a eu le retour à la réalité difficile, à partir des défaites contre les Spurs notamment, avec aussi des absences, avec un retour de J-Dub, on en reparlera aussi, qui a été compliqué au début, même si ça va un petit peu mieux maintenant. Voilà, vraiment des moments de doute, avec cette défaite contre Charlotte, qu'on se souviendra, je pense, longtemps, celle-ci, parce qu'elle était Belle branlée, assez hein. folle. Charlotte qui est pas si mal d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, qui est capable de bonnes soirées. Et puis là, depuis quelques matchs, bah, un peu plus d'une semaine même, 5-6 matchs, la marche en avant a repris avec des performances où on retrouve l'équipe qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc vraiment une saison pour l'instant un peu en 3 temps. Et Tom, je vais te laisser commencer pour nous parler d'un point un peu qui t'a marqué à travers ces 3 temps peut-être, mais en tout cas sur ce début de saison. Alors, on va parler attaque. C'est pas le côté du terrain dans lequel OKC est le meilleur, même si le Thunder est quand même la 5e attaque NBA, hein, à l'offensive rating. Donc ça va, il y a pire dans la vie. Il y a Denver, Boston, New York et les Rockets devant le Thunder. Les Rockets sont une top attaque cette année. C'est un peu moins bien défensivement, mais ça attaque comme des fous. On l'a pas trop vu cette nuit dans le Thunder Rockets pour le coup. Non? Mais oui, voilà, OKC, ça attaque quand même plutôt bien. Mais je vais parler surtout dans le volet offensif de création offensive, de joueurs capables de créer des choses. Parce que bah, c'est un peu le nerf de la guerre avec OKC, c'est que bon, le Thunder, on l'a vu, on le voit depuis le début du projet, hein, que c'est une top défense. Même à l'époque tanking, c'était c'était top 10 défense NBA. Il y a eu, ça, c'était l'année où il y avait Darius Bazley, un peu poste 5 et tout, où OKC était top 10 défense NBA au Star Break, alors que c'était une attaque pourrie et une équipe, une équipe dans le bas de tableau. L'attaque, c'est un peu plus le nerf de la guerre, parce que c'est là où on éprouve plus de difficultés, notamment si on se projette sur les playoffs. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la création offensive plus que sur le spacing, parce que j'avoue que, je sais pas pour vous les gars, mais moi je me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'OKC n'arrivera pas en playoff en faisant une campagne de playoff en étant adroit à 3 points. Ça ne fait pas partie de l'identité du Thunder, je pense. Surtout que sur la saison régulière, OKC est assez mid à 3 points. Là où les saisons d'avant, au moins en régulière, OKC plantait pas mal. Cette année, c'est quand même plus mitigé. Mais du coup, ce qui est dommage, hein, parce que quand le Thunder rentre ses tirs, c'est une équipe quasiment imbattable. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais insister plus sur la création offensive, parce qu'on a une équipe d'OKC, alors qui reste, je vais commencer par ce qu'on observe qui peut être plutôt négatif, entre guillemets. OKC, le mouvement de balle, c'est pas exceptionnel, hein. C'est très dépendant des individualités du Thunder, donc heureusement qu'on a des belles individualités.
parce que vous regardez des ratios d'assists, OKC est vers le milieu de la ligue, voilà, ce genre de choses. Le pourcentage d'assists, OKC est 28e en NBA en pourcentage d'assists. C'est quand même pas foufou. Et ça manque un peu de mouvement, alors que pourtant, tu pourrais avoir des joueurs très intéressants sur des coupes off ball, type Cason Wallace, Aaron Wiggins, J-Dub, qui pourrait le faire aussi. Enfin voilà, ce genre de joueurs-là, et c'est pas quelque chose qu'on observe assez, je trouve, dans le jeu d'OKC, qui pourrait pourtant changer la donne et débloquer des choses. Quand ça arrive, en tout cas, sur le parquet, ça débloque des choses côté OKC. Souvent, ça arrive quand tu as des bonnes défenses et que tu arrives à avoir de l'attaque un peu plus semi-transition. Mais c'est quelque chose qu'on voit pas assez, je trouve. Avant de passer sur les individualités en elles-mêmes, je sais pas si vous aviez des choses à ajouter sur le manque de mouvement de balle et le manque de... De toute façon, c'est la critique qui cristallise, je crois, tout. Enfin, que tout le monde parle à chaque défaite, et notamment là dans la période un peu plus difficile où ça en devenait assez, ridicule, j'ai envie de dire, dans comment il se passait rien des fois en attaque, que la balle était dans les mains de Shea ou de J-Dub et qui forçait, et cetera, même de Mitchell d'ailleurs. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi que cette problématique-là, surtout, comme tu l'as dit, comme tu mets moins de tirs que l'année dernière, elle est encore plus flagrante parce que tu as des défenses encore plus resserrées. Les Spurs ont capitalisé là-dessus, presque sur toute leur victoire face à OKC, hein, de resserrer à mort dans la raquette, où Embiid défendait un joueur dans le corner qui était incapable de mettre un tir. CF Caruso qui fait un 0 sur 8 en première mi-temps, des choses comme ça. Donc non, c'est vraiment une problématique, et pourtant, et je pense que tu vas revenir sur les individualités, tu as des joueurs qui sont arrivés cette année, ou qu'on voit plus, qui sont censés apporter ça. Et après, j'en ai parlé quand j'ai fait ce long thread sur Twitter, quand ça allait pas, etc. Daigneault a manqué un moment et j'en reparlerai, de solutions, d'alternatives, de plein de choses. Et pour le coup, le match contre les Spurs, j'ai vu plein de choses, plein d'ajustements. J'ai dit: «Ah, bah, voilà, ça y est, on se remet à jouer. Ça y est, il y a un Jay Will sur le terrain». Bah, bizarrement, ouais, il prend 7-3 points, mais ben, ouais, pas de souci, tu es capable d'en mettre, et en plus, tu peux attaquer un close-out maintenant mieux que les autres années, et cetera. Il y a eu des actions où plusieurs fois, on a fait une action là où tu as Jay Will en haut, tu as Shea qui est off ball, et tu as un dribble end-off, puis tu as un écran, et cetera, ça apporte juste un tout petit peu de mouvement. C'est pas fou, mais ça apporte juste un peu de mouvement, et tu as plein de choses qui se débloquent avec un Aaron Wiggins et tout ça. Donc non, en fait, je pense que cette équipe est capable de le faire. Mais quand tu es dans les moments difficiles et que tu te donnes tellement en défense, si tu n'as pas ce rythme et tu gagnes pas les ballons, je trouve que tu tombes vite dans je ne fais rien. Tu vois, je me contente de juste donner aux joueurs un peu majeurs, et je n'exploite pas le collectif. Alors qu'on sait, et tu l'as très bien dit, hein, quand tu as un J-Dub qui coupe à l'opposé, quand tu as un Wiggins qui drive, voilà, tout ça, c'est là que tu es le meilleur. Donc non, c'est vraiment un point où, bah, tu l'as dit, historiquement et depuis quelques années, de toute façon, c'est pas la joie. Sur ça n'a jamais été. Mais là, c'est même pas une excuse de ils font de la zone en face, de ils trappent chez. Bon, contre Houston, ils l'ont fait, mais voilà. C'est vraiment que tu n'étais pas capable de créer quelque chose sur du 1 contre 1, de créer un mouvement autre. Donc, tu étais, ouais, t'étais stérile complètement en attaque. Donc, ouais, c'est une problématique qu'on pouvait peut-être s'attendre à voir pour le coup, surtout sans J-Dub. Mais là, avec J-Dub, on verra comment il revient. Ça pourrait être compliqué, effectivement. Ouais, c'était très dur et on a eu des stretches de matchs, notamment le Charlotte, même Utah. Pour moi, le pire, c'est vraiment Utah en prolongation, où c'est ridicule, où c'est quand Shea n'était pas sur le terrain, on ne faisait rien. Et quand il était sur le terrain, on faisait rien, mais il avait la balle et il était tellement fort qu'on a réussi à le gagner. Mais on a vu toutes les limites offensives dans la création offensive, justement, de cette équipe qui se repose sur énormément d'ISO. On est une des équipes qui joue le plus d'ISO par un match en NBA cette saison. Et oui, Shea est très efficace sur ISO, il est top 10 en efficacité sur isolation, c'est très bien. Mais ça suffit pas, et une isolation sera toujours de toute façon moins efficace qu'un tir ouvert, même si, bon, de temps, il y a des matchs où c'est moins efficace d'ailleurs, mais que globalement un tir ouvert, qu'un drive, qu'un lay-up, etc., même contesté. Donc on doit trouver des solutions. Et tu l'as très bien dit, Pierre, contre San Antonio, on a vu que cette équipe est capable de faire plein de choses différentes, qu'elle avait plein de solutions, qu'elle a plein de cordes à son arc, et que je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas capable de les utiliser plus régulièrement. Je ne demande pas forcément à tous les matchs d'avoir une copie collective aussi aboutie, mais au moins d'avoir des bribes à chaque match,
alors qu'on a vraiment des matchs avec des absences complètes de création de jeu, où on voit Denio qui fait le signe isolation, toutes les attaques, où on a en gros un flare screen et puis c'est tout. Donc ouais, on se doit d'être plus régulier en termes de création offensive parce que on le sait, c'est le talon d'Achille de cette équipe. Ouais, puis t'as pas sur la série compliquée d'OKC. Alors série compliquée où tu fais du 6 victoires 6 défaites. Donc ça c'est une série compliquée pour le Thunder, hein, rappelons-le. Moi la première personne que je pointais du doigt entre guillemets, et pourtant je suis plutôt dithyrambique sur ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à OKC, mais Mark Daigneault était pas inspiré, hein. Franchement, Amit Johnson l'a bouffé sur les 3 affrontements contre les Spurs. Il s'est bien repris, hein, sur le dernier match pour le coup. Mais même le match contre Charlotte, Charles Lee, il joue avec le plan tactique d'OKC, hein. Il déboîte le plan de jeu du Thunder, et c'est pour ça que Charlotte, et à un moment donné, il y a quasiment 30 points d'écart, quoi. Donc ouais, il était pas très inspiré. Et là récemment, justement, quelque chose qui est intéressant, c'est notamment son adaptation en mettant Aaron Wiggins dans le 5 sur les 2 derniers matchs, qui est franchement pas attendu. Alors le match contre les Spurs, il manquait Luguensdorf, donc ça peut s'entendre. Mais tu vois, le match contre les Rockets, par exemple, quand j'ai vu qu'Aaron Wiggins était dans le 5 et que c'était pas Cason Wallace, sur le coup, je me suis dit, merde, Cason, il joue pas. Fait chier. Puis milieu de premier quart-temps, je vois Cason qui rentre. Je fais, ah ben non, en fait, il était dispo. C'était vraiment un choix tactique. Et vu le début de match d'Aaron Wiggins, notamment à la création, c'était plutôt bien vu comme choix. Donc là, il commence à se réveiller, Marc. Là, il a la mi-saison. Voilà, il a eu son coup de moins bien. Il était un peu fatigué. Voilà, il se remet à coacher au niveau auquel on le connaît. Et oui, c'est cool de voir ce genre d'ajustement. Mais OKC, voilà, a besoin de mouvement, a besoin d'amener de la variété et de pas faire que des ISO. Parce qu'évidemment que Shai, c'est un des meilleurs joueurs d'ISO de la ligue, peut-être le meilleur, on n'en sait rien, mettez qui vous voulez. Mais tu peux pas reposer toute ton attaque là-dessus. Et un J-Dub, par exemple, il a besoin qu'il y ait du mouvement, qu'il se passe des choses comme ça, et pas que ce soit de l'ISO pur et simple. Ça, c'est pas un style de jeu dans lequel il s'éclate le plus. Et même Chet, hein. Chet, pour performer offensivement, il a besoin d'espace, il a besoin que ça bouge, il a besoin de décalage pour après sanctionner. Ce qui fait très bien cette saison, pour le coup. Donc voilà. Et puis pour aller un peu plus loin sur les perfs individuels et un peu ce qu'on peut projeter en play-off, parce que j'avoue que moi, la saison régulière, je profite des matchs et des dynamiques notamment, mais c'est plus ce qu'on peut projeter en play-off qui m'intéresse. Bon, voilà, on sait ce qu'il est capable de faire, mais si on peut aller sur un point positif, l'éclosion des Jay Mitchell, c'est peut-être l'événement central de la saison d'OKC pour l'instant. Enfin, c'était totalement inattendu qu'il soit à ce niveau-là. Même quand on en a parlé en preview, on se disait qu'il allait avoir de bonnes choses, mais alors à ce point-là, peut-être pas quand même. Et pour le coup, c'est le deuxième meilleur créateur d'OKC pour l'instant, quoi. Si J-Dub reprend du rythme petit à petit, il est central, et j'avoue que j'ai du mal à voir le Thunder se passer d'une vingtaine de minutes de Mitchell par match en playoff, quoi. Franchement, vu l'importance qu'il a prise dans la rotation, c'est compliqué d'imaginer OKC jouer autrement. 20, t'es gentil. Quand il va jouer 35, Oui, il faut voir. Il y a du personnel, tu vois. Non, mais tu vois, pour revenir sur ce que tu as dit sur Dayneault, je pense qu'il y a aussi 2 choses. Alors oui, je suis comme toi, je suis pas très content de certains passages qu'il a eu et certains manques d'ajustement, où il s'est beaucoup reposé sur ses lauriers aussi et les acquis depuis quelques temps. Mais tu vois, après, il y a une partie exécution où il y a des fois, les joueurs, c'était cataclysmique. Tu n'arrivais pas à faire une contre-attaque. Tu prenais des tirs en première intention pour essayer de sauver le match un peu tout seul, pour te relancer aussi en confiance, tu vois, des tirs à 3 points alors que tu es à 0/8 et que tu continues de tirer, etc. Et aussi, il y a un moment donné où tu peux mettre n'importe quel système en place, mais si les joueurs ne sont pas capables de marquer alors qu'ils sont tout seuls dans le corner, c'est compliqué, tu vois. Mais on en revient toujours au même point, où là, contre les Spurs, le moment où c'était Isaiah Joe dans le corner et que Wemby devait le défendre et qu'il a commencé de mettre des tirs, c'est plus pareil. Ça change tout, en fait. Donc, il y a aussi une partie de responsabilisation des joueurs, on en avait déjà parlé, que chacun, ils doivent se remettre un peu d'aplomb. Quand tu as un Lou Dort qui met des tirs, ça change tout offensivement aussi. Cason Wallace, j'en parle pas. Enfin, vraiment, il faut que chacun se responsabilise. Et c'est pour ça que le fait de mettre Wiggins, c'est un peu compenser ça, parce que lui, tu sais que il va se débrouiller. Il va faire des trucs. Donc, lui, tu sais qu'au moins, tu auras un apport et tu peux difficilement le laisser vraiment tout seul longtemps, parce que je trouve que c'est un des plus réguliers depuis maintenant quelques temps à 3 points, donc tu peux pas le laisser longtemps. Voilà. Et après, pour Mitchell, tu l'as bien dit, il y avait des fortes attentes de tout le monde, pour le coup, de OKC, hors OKC, de tout le monde en parlait. Il a encore dépassé ça, quoi. Et on en avait parlé au tout début de saison,
en mode est-ce qu'il va tenir ce rythme, etc. Et je trouve qu'il est même encore plus en plus fort. Enfin, il y a d'un côté où défensivement, alors il n'est pas élite comme certains autres, mais actuellement, je trouve qu'il a rien à envier à certains. Vraiment, surtout face à des joueurs du banc où il est loin d'être scandaleux. Alors oui, il y a une action où Castle, il va lui monter dessus et il va marquer sur sa gueule. Ouais, mais enfin, globalement, il peut faire ça sur tout le monde. Donc, je le trouve vraiment intéressant. Et puis alors après, sur le reste, il a toujours maintenu son efficacité, globalement sur les drives et cetera, sur sa création. Il arrive à se créer ses tirs et je le trouve de plus en plus intéressant à 3 points ces derniers temps. Alors je sais pas si ça se ressent en termes de pourcentage, il faudrait que je check, mais tu as de plus en plus de tirs où il est, off ball, où il en prend de plus en plus, j'ai cette impression-là en tout cas à l'eye test. Et tu te dis, ben, à côté de Shai, en fait, ça sera encore plus pertinent, même à côté de J-Dub. S'il continue de développer ça, c'est encore plus intéressant parce que si c'est l'un des seuls capables de se créer son tir, de créer un peu pour les autres et en plus capable de mettre des 3 points, bah, c'est pour ça que je dis il va avoir 35 minutes en playoff parce qu'il y a un moment, il défend mieux qu'Isaiah Joe et s'il fait plus en attaque, bah, c'est bon. Voilà, tu vois? Et peut-être même pour finir, c'est ce que j'ai oublié sur Daynault et ça rejoint un peu ça, c'est qu'à un moment, il est tombé beaucoup dans des line-up, vas-y, on va faire que défendre. En Ouais. attaque, on n'est pas bon. Carrément. On exagère les rotations, tu mets que des joueurs défensifs, des fois, il fait des line-up. T'avais pas un joueur capable de mettre un tir à part Shai ou enfin voilà. Et ça, je trouve que il a changé un peu de fusil d'épaule ces derniers temps, même il y a pas depuis pas longtemps. Bah, typiquement avec Wiggins dans le 5, Joe, on le revoit un petit peu plus, ça dépend des confrontations. Et en fait, ça dépend de quand il rentre, parce que quand il rentre qu'au deuxième quart-temps, des fois, tu le vois pas du quatrième, enfin, c'est compliqué. Mais voilà, et tu as des joueurs qu'on voit un peu plus parce qu'offensivement, ils apportent et des joueurs que tu vois moins. Lou Dort a été benché, Caisson a été un peu moins en vue aussi. Voilà, ça a été un peu plus intéressant. Et un Jay Will qui revient aussi, mine de rien, avec tout le mal qu'on en dit des fois. Et ben, je suis désolé, sur les derniers matchs où il est là, bah, tu es content de l'avoir et tu vois une différence. Bon, après, Brendan Carson, on a vu les limites aussi. Ça, on les a bien vues. Bah oui. Mais quand même, tu vois, voilà. Ouais, bah, je pense que cette série lui a aussi fait du bien à Degnaud quand tu es en 22-1, tu te remets pas forcément en question sur tes line-up, sur ce qui se passe, et cetera, parce que tu continues de gagner. Donc, bah, ces défaites contre les Spurs et puis aussi cet enchaînement où, bah, quand même les Hornets, c'était vraiment un match ridicule, où défensivement, ton équipe, elle était nulle part, où, bah, oui, enfin, je suis d'accord, faut aussi responsabiliser les joueurs, bien sûr, mais c'est quand même ton coach qui doit motiver tes joueurs. Donc, c'est aussi en partie de la faute de Degnault, même si, bien sûr, je ne lui mets pas à 100%. Et j'ai l'impression, bah, enfin, en tout cas, les matchs le montrent et les résultats le montrent, que bah, il a su remobiliser ses gars, il a su retrouver le bon discours, il a bah, en benchant bah, Lou Dort notamment, enfin Kayson Wallace, mais en faisant moins jouer Lou Dort plutôt, qui joue encore une fois 20 minutes hier, je crois, il me semble, et en mettant bah, les plus performants sur le terrain, ce qui n'était pas forcément le cas, j'ai l'impression, moi, sur le mois de décembre. On a retrouvé un peu ce côté, bah, la méritocratie qu'on voyait l'année dernière, l'année d'avant, de bah ouais, tu fais un mauvais match, Lou Dort, tu mets pas de tir, bah, c'est pas grave, tu vas jouer 15 minutes, 20 minutes. Et à ta place, bah, c'est Jay Mitchell qui va en jouer 32, 33, ce qui lui arrive maintenant récemment, bah, parce qu'il mérite et parce que c'est ce qui nous fait gagner des matchs. Et ensuite, pour parler des Jay Mitchell, bah, ouais, je suis d'accord. Offensivement, c'est le deuxième meilleur joueur d'OKC en termes de création offensive et quasiment en termes de shooting, hein, finalement, parce qu'il est quand même très adroit, et Jay Mitchell, que ce soit off-ball, que ce soit sur de la relocalisation sur le terrain, parce qu'il est dans un corner, il arrive à trouver le bon spot à 45 degrés, ou après avec ballon. Contre Houston, cette nuit, il met encore un step back un peu dingue là, dans le premier quart, dans le quatrième quart, c'est lui aussi qui lance le run avant que Kaysen en mette deux. En fait, j'ai l'impression que quand on a une bonne à part contre les Spurs d'ailleurs où il est un peu moins bon, mais parce que tout le monde est bon, du coup j'ai l'impression qu'on voit moins AJ Mitchell parce que tout le monde est bon, et AJ Mitchell on le voit beaucoup quand les autres sont un peu plus en dedans. Et tout ce qui est bien, enfin, toutes les séries positives sont souvent avec AJ Mitchell sur le terrain. Euh, et notamment les minutes sans Shai qui sont un peu moins pires ces derniers temps, notamment la nuit dernière, concernant AJ Mitchell. Et puis concernant J-Dub, on n'en a pas encore parlé. Donc, je vais en parler rapidement, mais J-Dub, bah, c'est en dents de scie toujours. C'est que J-Dub, bah, contre les Spurs, c'est très bien. Contre les Spurs, il y a énormément de drive, tout ce qu'on demandait, c'est-à-dire attaque le cercle, va chercher des points proches du cercle, va te rassurer. Et puis, si tu vas, enfin, dès que tu vas commencer à driver, les défenses vont se resserrer sur toi. Tu vas pouvoir trouver des kick-out comme tu sais bien le faire. C'est pas un très bon passeur, mais c'est un passeur au moins fonctionnel, qui sait faire les bons kick-out, qui sait faire les bonnes lectures. Et on l'a vu contre les Spurs et ça a bien marché. Mais j'aimerais voir ça plus régulièrement parce que contre les Spurs, tout le monde,
pas tout le monde a bien joué, mais on était quand même dans une très bonne série où forcément le plan de jeu était vraiment, vraiment bien préparé. Et du coup, bah, tous tes joueurs ont à peu près bien joué. Et cette nuit, un peu plus dur dans le tir, mais au moins on a 10 passes D, on a un peu de playmaking et tout. On commence un peu à retrouver le J-Dub qu'on a vu la saison dernière et la saison d'avant. Il reprend son rythme petit à petit. Et justement, ouais, j'allais aborder J-Dub parce que si on projette les playoffs, évidemment, AJ Mitchell, s'il peut être deuxième option d'une équipe championne, bah vas-y, éclate-toi. Mais évidemment, on aura besoin de l'autocréation de J-Dub. Et oui, ça reste en dents de scie et ça reste. Il reprend son rythme, quoi. Moi, j'avoue que je suis assez indulgent avec J-Dub depuis son retour parce qu'il a été absent longtemps, entre guillemets. Sur une blessure à la main, en plus, c'est pas évident pour le coup de Ça a revenir l'air de ça, je dur, hein. pense. Quand tu vois ce qui se dit dans la presse, que tout le monde dit qu'il met un gant sur le banc, Ouais, machin, ouais. et puis pour vous rejoindre, je trouve que alors autant sur son tir, ça va être en dents de scie et il y a des fois, tu sens que le toucher n'est pas là de la soirée. Mais alors par contre, il a récupéré des jambes. Parce que ça, on avait sous-estimé aussi, mais là, physiquement, notamment en attaque pour attaquer le cercle, contre les Spurs, il y avait des drives où, ben, il avait pas la même vitesse, là qu'il y a 4 semaines avant, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant, tu vois? Parce que J-Dub, c'est pas que du tir, il y a autre chose. Qu'en playoff, il avait provoqué plein de lancers, il avait mis plein de drives et ça, on le retrouve un peu plus, ouais, vous l'avez bien dit. Ouais, il est plus agressif. Il a repris le rythme là-dessus, en tout cas. Puis après, son match de reprise à J-Dub, déjà, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que ça défend. Donc, déjà, dès qu'il est Oui, revenu sur le parquet, je me dis, ouais, ouais. défensivement, il y a pas de souci. Pour le coup, il était dans le ton. Mais oui, offensivement, faut être indulgent avec cette histoire de main où on espère que ça va revenir, qu'il soit à 100 pour les playoffs, on va voir. Mais au moins, s'il peut être agressif comme il l'est et pas trop se poser de questions, entre guillemets, et essayer de trouver sa place comme ça, même si c'est pas hyper efficace, bon, au moins il met de la pression à l'équipe adverse. Donc c'est le minimum syndical qu'on va lui demander, mais c'est bien qu'il le fasse pour le coup. Mais ouais, voilà. Après, si on se projette du coup, bah, ok, si, il y a un Shea et Jay Mitchell qui est au-dessus du lot. J-Dub, on attend de voir s'il retrouve son rythme. Et après, moi, je suis assez optimiste étonnamment sur la création offensive de Casey par rapport à ces éléments-là et par rapport à l'éclosion des Jay Mitchell, surtout avec le regain de forme récent d'Aaron Wiggins. On sait qu'il est capable d'amener des choses comme ça. Là, pour le coup, sur les 2 derniers matchs, c'est très bien ce qu'il fait en création, parce que pourtant, il n'est pas si adroit que ça. Mais par contre, dans le flow de l'attaque, il apporte des choses intéressantes. Petit bémol quand même avec Kesson. Pour le coup, lui pour le coup, le coup de moins bien d'OKC, Kesson, il l'a senti passer, parce qu'offensivement, c'était très, très dur pour le coup. Donc en création offensive, c'est vrai que j'en attendais un peu moins que ce que je pensais de la part de Kesson Wallace, mais ça serait peut-être le petit bémol du côté création offensive si on projette sur les playoffs. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait un rôle un peu plus important, autant défensivement, c'est très bien, autant en attaque, c'est compliqué quand il rentre pas ses tirs. En fait, il se Lugensdortise un peu. Dur à dire ça. Et quand il rentre pas ses tirs, Kesson Wallace, offensivement, c'est pas comme l'an dernier où on le voyait beaucoup dans le dunker spot et tout, c'est un peu moins le cas. Donc ouais, je suis un peu plus sceptique là-dessus. Et après, je vois. Après, il y a 2 gars qu'on n'a pas parlé, mais il y a Chet qui quand même, quand tu as un Chet en rythme et plutôt adroit comme, récemment et cetera, c'est quand même c'est plus agréable et ça te débloque quand même des choses, hein. Parce que même si ce sera pas ton créateur, primaire, si tu arrives à le servir correctement, c'est un bon finisseur. Donc tu dois essayer d'exploiter ça. Enfin, moi, quand je vois que Chet, il met 20 points et qu'il a mis, déjà 4 dunks ou 5 dunks, ça me va bien. Ça me va même très bien parce que ça veut dire qu'on l'a bien servi ou alors qu'il a joué le rebond off, que ça a couru. Donc ça, c'est un vrai point positif et puis après Hartenstein parce que, en vrai, là, tout ce qu'on dit est le moment de moins bien et cetera, la majorité du temps, Hartenstein, il n'est pas là ou alors il est pas utilisé parce qu'il y a des fois aussi on se refuse ou alors le match-up veut que tu l'utilises pas trop. Mais Hartenstein te change quand même des choses. Dans On a parlé des ISO au début, ben, lui, il peut te poser des vrais écrans en plus, une menace aérienne en plus. Bon, il va pas faire des matchs à 30 points souvent, mais il peut te mettre quand même quelques paniers. Enfin, tu vois, il y a quand même autre chose avec, Hartenstein. Donc, je trouve que c'est pas à sous-estimer aussi, quand il sera de retour et à 100 ce qu'on a essayé de le faire jouer pas à 100 et ça a replongé. Donc quand il sera de retour à 100 de lui aussi le réimpliquer totalement dans ce jeu qu'on espère un peu plus en mouvement et avec un Aaron Wiggins, par exemple, ça marche à chaque fois parce que tu as les cuts, tu as du jeu à 2 et cetera comme avec Isaiah Joe. Donc ça, je trouve que c'est aussi à exploiter en vue des playoffs et l'année dernière,
En playoff, ça n'avait pas été glorieux pour Hartenstein. Il n'avait pas eu les match-ups non plus toujours favorables. Mais cette année, avec un peu plus de repères, avec un peu plus de jeu avec Chet en double big line-up, etc., bah, peut-être que ça fonctionnera mieux. Parce que défensivement, sur le début de saison, il est très bon. En plus, il n'y avait aucun souci à le faire jouer contre n'importe qui. Donc voilà. Ouais, et on a vu ça un petit peu avec Jalen Williams déjà, qui est offensivement un peu. Il a eu un peu le rôle que Hartenstein aurait pu avoir sur certaines séquences de un peu prendre la balle, tête de raquette, faire des end-off, etc. Et c'était déjà un peu mieux, ça créait un peu de rythme et ça donnait un peu enfin une variété offensive par rapport à ce qu'on a d'habitude avec juste le ballon penché, etc. Donc ouais, et puis on en parle très peu, mais finalement, on est une équipe qui est tellement profonde on peut se permettre, parce qu'Hartenstein n'a raté les 10 derniers matchs, il me semble. Donc on peut se permettre de ne pas faire jouer Hartenstein les 10 derniers matchs, tellement on a de l'avance, etc. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on a toujours, enfin, quand on est au plus mal, on a quand même toujours des solutions avec Hartenstein, où on le disait même quand on était au plus bas, il me semble que tu le dis dans ton thread, Pierre, c'est que bah oui, on la voit pas cette variété offensive parce qu'il nous manque certains joueurs et, euh, et notamment Hartenstein qui est quand même en capacité de nous apporter plein de choses différentes de ce qu'on peut proposer aujourd'hui et qu'on voit du coup avec des joueurs comme Jalen Williams, comme Chet qui en profite, Chet qui joue quand même beaucoup en high-low avec Hartenstein, on le voit quasiment plus ces derniers temps. Il se crée ses dingues autrement, mais on va retrouver plein de choses quand Hartenstein va revenir. Et justement, cette absence d'Hartenstein, ça nous permet de voir des choses, des nouvelles choses contre les Spurs notamment. On a vu plein de choses nouvelles. On a vu Isaiah Joe dans le slot pour faire sortir Wemby. On a vu notamment une superbe action où Aaron Wiggins drive et en fait J-Dub coupe au lieu de rester à 3 points au tout début du match. Et c'était super intéressant. Il se crée un layup ouvert. En fait, on a trouvé plein de solutions de attaquer les close-out au lieu de rester au large. Notamment, Kayson Wallace le fait, Shea le fait. Enfin, en fait, on a vu plein de choses différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Un peu moins, mais un peu comme les Nuggets sans Jokic. OKC sans Hartenstein doit aussi s'adapter au manque, à ce qu'il a apporté et doit trouver des solutions. Et j'ai l'impression qu'on commence vraiment depuis 3-4 matchs à trouver d'autres choses offensivement, justement en voyant plus d'Aaron Wiggins, en voyant moins de Lou Dort, c'est-à-dire plus de mouvements, moins de pull-up, de spot-up shooter. Et ça fait plaisir à voir pour le coup. Un peu de Kenrich aussi. Ouais, j'allais le mentionner. Kenrich, c'est pas mal pour amener de l'ordre un peu dans l'attaque. Ouais, on avait été un peu en mode on s'en fout un peu de Kenrich cette année. Et là, les derniers matchs, mais même en défense, sur Wemby, enfin, là, il a fait des très bons matchs. Puis même lui apporte des fois de la folie en attaque. Quand il met le tir pour passer devant, c'est contre Utah, non, c'est Memphis, pardon. Après, il est capable de prendre des tirs en première attention. Il est très dans le momentum du truc et il peut vite enfoncer le couteau dans la plaie si OKC se met en route. Et défensivement, tu peux lui donner des missions. Donc non, vraiment, Kenrich aussi, ouais, faut en parler aussi. Un petit regain de forme qui est pas pour me déplaire, ouais. je vous avoue. Ouais, non, mais oui, Hartenstein, il faudra voir comment, même si, imaginons, Hartenstein en revenant, on exploite beaucoup plus les end-off, il faut voir à quel point ce sera fait en playoff aussi, ça. Je sais pas à quel point c'est réplicable. Est-ce que c'était une exception l'an dernier et qu'en fait, cette année, on va avoir les end-off d'Hartenstein à foison ou pas? Je sais pas trop. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'étonnamment, Chet symbolise bien la réussite, enfin le côté OKC bouge bien, enfin sert bien ses finisseurs parce que lui, pour le coup, il fait une belle saison offensive et on sait que l'autocréation, c'est pas son point fort. Et il profite de joueurs capables de créer pour lui et il le fait bien. Donc, de toute façon, OKC, si on veut rester positif, c'est OK une équipe où il n'y a pas trop de mouvement, etc. Mais c'est une équipe qui a peu de déchets aussi offensivement, quoi. C'est l'équipe qui perd le moins de ballons en turnover pourcentage. C'est 3e au ratio assist-turnover derrière les Nuggets et les Raptors, donc pas des peintres au niveau mouvement de balle. Et pourtant, ils font pas beaucoup de passes, tu sais, comme on a dit. Oui, ça en fait pas beaucoup, mais ça fait les bonnes passes. Ça perd pas trop la balle. Mais ouais, non, c'est bien. Et puis, je lance une bouteille à la mer. On ne sait jamais. Il a repris l'entraînement depuis 1 mois. Alors, quand est-ce qu'il reviendra sur les parquets? Mais Nikola Topic, est-ce qu'on verra Nikola Topic sur le parquet? Je ne sais pas, mais le scénario rêvé de Topic revient 2 mois avant les playoffs, en fait, c'est pas si mal à la création. Ça te fait une petite option en plus. Bon, j'ai du mal à y croire, mais bon, c'était pour glisser son nom et dire que c'est cool, on le revoit s'entraîner, donc ça veut dire que ça se passe bien.
Chet, de toute façon, c'est le facteur déterminant selon si la mise des points est efficace, ça veut dire que tu as bien joué en attaque, je trouve. Et j'en avais débattu avec Twitter sur certains. Bah, Chet, si tu lui donnes la balle correctement, il met des points. Si tu lui donnes pas la balle, c'est pas lui qui va se créer des trucs, c'est pas lui qui va forcer. Donc, bon, il va vite être un peu plus transparent. Donc, si tu arrives à bien le servir, il va finir autour de 20 points. Si tu es dans un soir où bah, c'est un peu bouché, bah, c'est vraiment lui qui définit ça, quoi. Et après, sur Hartenstein, au-delà des end-off, rien que la pose d'écran et le jeu sur short roll, si ça te rapchait, ça change beaucoup de choses, je trouve, tu vois. Et sur le début de saison, même en zone, ce qu'on a vu où il était poste haut, avec Chet en bas, etc., un rôle que peut jouer maintenant, par exemple, Shea ou Kenrich ou Caruso, lui aussi, il est très pertinent là-dedans. Donc voilà, et puis après, là, je vais lancer Amaury bientôt là-dessus, mais quand on parle défense, notamment en protection de cercle, il était quand même très utile, Hartenstein. Parce qu'on est un peu moins dans le rebond et dans la protection de cercle. Et du coup, je fais une bonne transition pour Amaury qui va nous parler de son point, de ce qu'il voulait amener. On a fait un long moment sur l'attaque quand même, hein, sur la création. Bah ouais, bah c'est ce qui fait le plus parler. Donc nous aussi on en parle souvent. Mais oui, alors moi mon point c'est du coup la rotation antérieure, donc notamment Chet, et puis du coup bah, on va un peu parler de la défense aussi, puisqu'on n'en a pas parlé et que c'est quand même lié à la protection de cercle, etc. Du coup, tu parlais de rebond, j'ai les stats au rebond. Défensivement, on est 9e en pourcentage défensif au rebond, donc on n'est pas si catastrophique. Mais finalement, c'est au rebond offensif, on est dernier sans Hartenstein. C'est sur les 11 derniers matchs. Donc depuis le match contre les Spurs au Christmas Day, bah, on prend plus un rebond offensif puisque bah, on n'a plus Hartenstein bizarrement. Mais contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est qu'au rebond défensif, on n'est pas si catastrophique. Bah, parce que Chet n'est pas si mauvais au rebond défensif ces derniers temps. Il est un peu seul, donc il y a des séquences où c'est catastrophique, notamment où Kenrich, que j'aime beaucoup et dont je vais parler aussi, bah, quand il est sur le terrain, il est pas très grand et ça lui arrive souvent de jouer poste 5 ces derniers temps. Donc forcément, bah, au rebond, on est en difficulté. Hier, on l'a vu, hier, je crois que les Rockets prennent 76 rebonds à genre 45, ils prennent 30 rebonds de plus. Mais, euh, mais oui, et du coup, pour enchaîner sur Chet, bah, moi je trouve que c'est une des meilleures séquences de Chet depuis très très longtemps. À part le match contre Charlotte où bah, de toute façon tout le monde est horrible. Il est vraiment excellent. Le match contre Golden State, là où il fait, je crois qu'il me semble qu'il fait 15 points, 15 rebonds. Il est vraiment impressionnant défensivement dans la protection de cercle, où il est d'ailleurs depuis sur les 11 derniers matchs le meilleur contreur de NBA. Il fait 3,2 comptes par match, numéro 1. Bah, tout simplement parce qu'on a retrouvé le Chet complètement en protecteur de cercle impressionnant, qui est capable de venir aider. Ensuite, ça fait une passe derrière lui, il se retourne, il fait un contre en chase down. Il est capable juste de dissuader, où bah, il y a plein de tirs. C'est un des joueurs qui défend le plus de tirs par match et il est parmi les joueurs qui ont un gros nombre de tirs défendus. Il est numéro 1 en pourcentage de l'adversaire. Je crois que les adversaires shootent sur lui à 35,6% sur 16 tirs tentés par match. Donc, il a genre moins 10%, il baisse de 10% la réussite adverse, ce qui est quand même impressionnant. Donc, ça fait plaisir en fait de revoir un Chet qui, je sais même pas s'il a déjà eu ce niveau en fait. Moi, je pense que c'est vraiment son meilleur stretch en carrière en termes défensifs et offensivement. Comme vous l'avez dit, bah, quand le ballon il a bien tourné, je ne vais pas vous répéter, hein, mais quand le ballon il a bien tourné, Chet, bah, il met 20 points. Il en met 23, il fait un 23 points, 12 rebonds contre, contre Golden State, il me semble. Ouais. Et il met 25 points contre Utah. Voilà, donc juste un Chet impressionnant. Et un Chet qui aura son premier All-Star Game dans un mois, évidemment. Euh, non, en vrai, je sais pas, mais moi, personnellement, je pense qu'il mérite parce que KC est premier avec 6,5 matchs d'avance sur San Antonio. Et bah, enfin, je pense que cette équipe-là mérite d'avoir au moins deux All-Stars. Et le deuxième All-Star, sans aucun doute, c'est Chet. Et en plus de ça, on est quand même sur une séquence où bah, il montre qu'il mérite son All-Star. C'est-à-dire que c'est pas par défaut, c'est vraiment que Chet, sur ces 2 dernières semaines sans Hartenstein, c'est du très très haut niveau. Et encore une fois, contre les Spurs, son match, il démarre très mal. Où Victor d'ailleurs, je sais pas si c'est mal défendu, hein, le drive où Victor lui dunk dessus, c'est même pas mal défendu, c'est juste que l'autre, son bras, il fait 3,30 m, il le contourne et il dunk avec la planche. Mais finalement, deuxième mi-temps défensif de Chet, bah, impressionnante, tout simplement. On retrouve un Chet crescendo
Et le seul problème, c'était en attaque contre les Spurs, mais je crois qu'il a un problème un peu autre que le basket, c'est un peu mental aussi. Mais il allait chercher 6 lancers francs. J'ai pas vu un Chet groggy comme on a vu sur les 3 premiers matchs. Donc même sur ça, il y a de la progression. Donc globalement, en fait, c'est excellent pour moi, Chet, ces derniers temps. Chet contre les Spurs, il défend vraiment bien. Victor lui met des trucs dans la gueule, mais ouais, dans le dunk qui se prend, littéralement, il anticipe la passe lobée. C'est juste que Victor, il est immense, donc il prend quand même la balle. C'est le seul joueur qui peut prendre la balle pour le coup sur ce genre de passe. Sinon, Chet prend l'interception et ça part en transition. Mais ouais, non, Chet, si c'est pas All-Star, c'est un scandale. Voilà, faut le dire. Il y a un moment donné, le mec progresse en attaque, c'est efficace. Tu vois, on parlait de Chet qui met 20 points, ça veut dire que l'attaque va bien. Chet, c'est un très bon baromètre parce que c'est un mec efficace. Donc pour le coup, s'il est dans ses bons spots, il va planter et point barre. Donc offensivement, c'est en train de devenir une valeur sûre, quoi. Ça qui est très intéressant. Et comme tu l'as dit, ouais, défensivement. En fait, défensivement, le Thunder est meilleur quand il y a Chet et Hartenstein. Chet était déjà très bon quand il était avec Hartenstein. Mais quand Hartenstein n'est pas là, Chet est meilleur individuellement. Le collectif a besoin d'avoir Hartenstein, mais lui, individuellement, brille plus parce c'est le seul protecteur de cercle et il est délirant, quoi. Là, ça fait un mois et demi. Il a été défenseur du mois de décembre là, dans la conférence Ouest. Au mois de janvier, bonne chance aux concurrents parce qu'il est en train d'envoyer des sacrées choses quand même, Chet, défensivement aussi. Donc ouais, là, c'est impressionnant. Et tu l'as dit, sur les 10 derniers matchs, c'est peut-être son meilleur stretch en carrière. Faut voir les 10 premiers matchs de l'an dernier quand même, où avant de se péter, c'était un délire aussi. C'était très fort. Mais on est sur ce genre de performance-là où l'an dernier, au bout des 10 matchs, on se disait, bon, le leader du Deepoy, même si c'était très tôt pour avoir un classement Deepoy, c'était Chet Holmgren et franchement, il n'y avait pas trop de discussion, quoi. Et là, sur le mois et demi qu'on vient de parcourir, Chet, c'est le meilleur défenseur de la ligue, hein. Je suis désolé. Là, tu me fais un classement Deepoy, c'est compliqué de trouver des arguments contre Chet. C'est pas le seul qui peut être Deepoy cette année, il y a des concurrents, hein, mais c'est un très clair prétendant au trophée. Et voilà, c'est bien, il faut continuer dans cette voie-là. Et c'est sûr que ce qu'on voit de Chet, en tout cas cette année, la progression qu'on est en train de voir des deux côtés du terrain, c'est très intéressant et c'est super pour le Thunder en vue des playoffs qui arrivent dans 3 mois, quoi. Je vais me faire le mauvais côté, je vais me faire le méchant, mais je vous rejoins complètement sur sa progression et sur son récent stretch qui fait plaisir à voir parce que même quand l'équipe allait mal, c'était un des seuls qui, dans la combativité, dans l'envie, et cetera, même s'il fait des fois très robotique et sans émotion parfois, voilà, notamment contre les Spurs, était toujours dans l'impact, dans l'intensité, essayer de faire ce qu'il peut et ça se ressent au rebond parce que, au rebond, il est pas élite, il le sera jamais parce que, il est un peu frêle, tu peux vite le pousser, il va sauter au contre, enfin, il y a plein de choses qui ne l'aident pas forcément. Je sais pas si c'est le joueur qui a le meilleur timing aussi, parce que ça joue beaucoup au rebond. Mais au-delà de ça, il est toujours combatif et toujours prêt à essayer de verrouiller ça. Et en fait, je sais pas si là, les récents passages, notamment sans Jay Will et sans Hartenstein, ça m'a rassuré sur le fait que Chet peut être vraiment ton unique pivot et capable de tenir vraiment ta défense un peu tout seul à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand déjà devant lui, ça allait moins bien, on va dire, sur le point of attack et sur les autres, on l'a vite ressenti aussi. Parce que je pense que la protection de cercle allait moins bien. Enfin, tout allait moins bien parce que tu avais plus les mêmes joueurs qui défendaient devant aussi. Et même avec sa combativité, ça suffisait pas forcément. Et puis, là où je te rejoins complètement, Tom, c'est que ouais, là, il brille plus individuellement, mais OKC est bien plus fort contre Hartenstein et lui, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment ça qui me fait dire que oui, tu dois avoir quand même encore des passages où Chet est tout seul poste 5, voilà. C'est peut-être ça ton prime, moi j'ai envie de dire ton moment où tu peux faire le plus mal. Mais sur un match entier où tu as que lui et un backup et les 2 ne se croisent jamais entre guillemets et tu as juste J-Dub à côté, c'est compliqué parce qu'effectivement aussi à côté de lui, OKC est très petit, tu pas beaucoup de gros rebondeurs, enfin pour leur position. Shai en prend un petit peu, mais c'est des rebonds de guard. Enfin voilà, il y a pas de gros rebondeurs défensifs avec lui. Donc en fait, il se retrouve vite esseulé. Et je trouve que ça s'est ressenti pas mal sur ces dernières périodes-là. Et qu'en fait, du coup, ouais, dès que tu as un vrai poste 4, même Kenrich a fait du bien dans cet aspect-là, ou quand tu as un Jay Will qui revient, directement, ça se ressent
vraiment sur la globalité du match, quoi. Parce qu'effectivement, tu as des passages où il va step up, où il va dominer, où il va arrêter tout le monde dans la raquette, mais il y en a où c'est juste pas possible parce que ça devient trop compliqué. Surtout s'ils arrivent à l'éloigner un peu de la raquette et cetera, bah, ça devient vraiment compliqué. Donc ouais, je suis convaincu de sa saison, je pense qu'il sera All-Star. Après, je sais pas si je suis encore, c'est pas un Wemby que tu mets au milieu, il fait tout, quoi. Mais on le savait, hein, mais on n'est pas à ce niveau-là, je trouve, défensif, quoi. C'est un autre profil. C'est un profil qui a peut-être besoin d'un rebondeur qui joue au sol, qui fait des écrans retard et qui met des coups à côté de lui. Et ce que tu n'as pas, si tu n'as pas bah, soit Hartenstein, soit un autre joueur, un poste 4 qu'on n'a jamais eu au OKC. Mais voilà, c'est ça que ça me questionne un petit peu. Alors après, sur la récente période et notamment sur les dernières victoires, rien à dire, parce que la défense tient. Devant lui, ça met une pression de malade. Lui, il est toujours en place derrière, etc. Mais il peut pas tenir le rebond d'Houston. Bon, globalement, pas grand monde peut, mais lui ne pouvait pas le tenir tout seul. Mais tu vois, il y a encore des petits trucs où, même contre Utah, t'es content que Nurkic il sorte du match pour 6 fautes, hein, quoi. Parce que il pesait tellement Ouais. en poids sur la défense que c'était compliqué. Et là, dans un match comme ça, t'as Jay Will ou Hartenstein à côté de lui. Je trouve que ta défense prend une ampleur bien plus grande, quoi. Donc ouais, c'était le petit point un peu de questionnement qui me reste un peu là. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est le setup d'OKC qui fait qu'il peut pas être performant en poste 5. C'est qu'il n'y a pas de 4, Peut-être, ouais. tu l'as très bien dit, il n'y a pas de poste 4 effectif à côté de lui, et c'est pas Victor. C'est pas Victor, il peut pas jouer avec Harrison. Enfin, Chet, il peut pas jouer avec Harrison Barnes et prendre tous les rebonds, faire tous les contres, etc. Et même Victor, hein, on a vu qu'il commence à faire des line-up avec le cornet pour avoir de grands, parce que bah, c'est même pas que c'est la mode, c'est que c'est ce qui marche en NBA. Et bah, Houston nous a tabassé avec ça hier, hein. Adams a quand même pas mal joué. Sengun aussi, même s'il n'a pas forcément été très bon, il a pris du rebond. Donc, c'est sûr que quand il manque Hartenstein et Jay Will, bah, il va souffrir au rebond notamment. Mais justement, j'ai trouvé que, à part contre Utah, c'est vrai, et contre Charlotte, mais contre Charlotte, encore une fois, moi, j'écarte un peu ce match parce que vraiment tout le monde a été nul, même chez les catastrophiques. Il a vraiment été bon, même dans des matchs où on n'a pas été bon, notamment Atlanta, où on n'est pas, offensivement, on est très bon, défensivement, on est nul. Chet, il plonge pas du tout. Pour moi, Chet, il maintient justement l'équipe, même si devant lui, c'était pas au top, notamment Keiso et Lou Dort. Euh, et ça m'a surpris parce que c'est rare justement de voir un Chet qui tient un peu cette défense comme il peut le faire. Et puis je vais embrayer un peu aussi sur Kenrich, dont on n'a pas trop parlé, mais qui a été très très important sur le dernier stretch aussi, notamment le match contre Memphis où tout le monde est out, où on n'a pas trop d'espoir, on est à moins 15 à 6 minutes, et puis d'un coup, bah, il s'est décidé à mettre genre 10-12 points en 4-5 minutes, à enchaîner les 3 points, défensivement, à faire des interceptions, à créer un peu de grabuge dans l'attaque de Memphis, et à nous faire gagner un match quasiment tout seul. C'est une arme de plus dont on n'attendait rien en début de saison, dont on n'en parlait même pas alors qu'il était absent. On a dit, bon, Kenrich, il va revenir, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Bah, il nous donne une win. Il y a certaines entrées où il est vraiment intéressant. Notamment, je crois que c'est Miami. Je sais plus si c'est Miami le match où il est vraiment intéressant, mais défensivement, ça t'apporte autre chose. C'est un peu une sorte de vrai 4, même s'il joue 5, plus 5 que 4. Un vrai 4 à côté de Check de temps en temps qui va box out au rebond, qui va faire des aides, faire les bonnes rotations et qui n'est pas pénalisant défensivement. Et pour parler un peu de Jay Will aussi, c'est Jay Will qui fait un match exceptionnel contre San Antonio. Je l'ai tweeté, il est possédé. À un moment, il est vraiment possédé. Il fait contre sur contre. Il est dans les rotations, il court à 10 000 à l'heure. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Vraiment, vraiment trop, trop, trop cool. Et puis, même si premier quart-temps, et moi je vais revenir à mes critiques sur Jay Will, c'était très bien, mais ça reste situationnel, Jay Will. C'est quand on joue Victor, ouais, c'est intéressant. Quand on joue Jokic en second tour des playoffs, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que si tu mets pas tes tirs régulièrement, tu pourras pas jouer. Là, on a pu te faire jouer parce que tu étais tellement valuable défensivement et qu'au final, il a fini par mettre 2 tirs à 3 points. Mais c'était un moment au premier carton, on se disait, purée, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver parce qu'il a raté 3 tirs ouverts à 3 points. Et pour finir, Carlson, enfin, intéressant et on a vu ses limites parce que là, il a vraiment été exposé. Autant avant, on était content de voir Carlson 5-10 minutes. Je crois qu'il a commencé l'année dernière contre les Cavs à peu près à cette période-là, jouer. Et c'était cool, c'était bien. Il prend un peu de rebond, il fait de la passe, machin, ok, c'est cool. Mais le problème, c'est que Carlson, défensivement,
c'est Chet en beaucoup moins bien, en fait. Il est moins mobile, il a pas les timings, au rebond, c'est vraiment pas bon. Et en attaque, pareil, il a aucune création pour lui-même. Après, on sait pas ce qu'on lui demande de faire, mais du coup, il y a par séquence, on était là où on donnait la balle à Carlson dans les 5 secondes restantes, et puis on a vu que le mec, c'était dur de dribbler, c'était dur de faire des choses. Mais il a fait ce qu'il a pu. Je crois qu'il fait un très bon match contre Memphis aussi, je crois, où il met une quinzaine, vingtaine de points. On a vu des stretches intéressants, mais ça reste que quand il y a pas Hartenstein, quand il n'y a pas Jay Will, au rebond et défensivement, c'est quand même très compliqué pour Chet d'assurer tout seul, malgré la présence de Carlson. Carlson, c'est la version Wish, AliExpress. Vous prenez la marque que vous voulez de Chet, c'est normal. Hein. C'est un two-way, mais voilà. Disons que pour un two-way, c'est cool. Après, en playoff, on sait que ça jouera pas. C'est pas un joueur assez bon et c'est pas grave. Bon, il y a déjà des options dans l'équipe, donc c'est pas gênant. C'est déjà bien, même pour lui, pour sa carrière. 26 ans, il est dans la meilleure équipe de la ligue et il gratte du temps de jeu, c'est cool. Mais j'avoue que oui, j'en attendais pas grand-chose de Carlson. Le profil théorique est intéressant, mais voilà, après, il y a ce qu'on voit sur le terrain aussi. Mais après, oui, pour revenir notamment sur Kedrich, alors, petite dédicace, parce que c'est vrai que c'est moi qui fais le récap de ce match, donc très content de mettre Kedrich Williams MVP du match, hein, c'est histoire d'être original un peu. Mais grand merci aussi à Monsieur Isalo, le coach de Memphis, qui a sorti Jock Landale du terrain pour la fin de match, qui était le seul à être capable de nous défoncer au rebond. Pourquoi Pourquoi Jaren Jackson en 5 alors que le point faible du mec, c'est de prendre des rebonds? Merci en tout cas de nous d'avoir fait ça, parce que ça a rendu le small ball hyper viable du coup. Mais au-delà de ça, oui, Kenrich, la saison globalement de Kenrich, il n'a pas joué tant que ça, mais de ce qu'on voit de Kenrich Williams, c'est vachement intéressant et il est en train de confirmer qu'il peut être en playoff une sorte de joker. Les joueurs gadgets un peu que tu mets sur le terrain quand tu as besoin selon les match-ups. Et il peut jouer small ball 5 ou, comme tu l'as dit, pour box out à côté de Chet. Et c'est intéressant, même quand il rentre pas ses tirs. Genre contre Houston, il n'a pas été à droit, par exemple, mais il a quand même son petit apport défensif dans les lectures. Voilà, il prend des bons tirs qu'il met ou pas, mais en tout cas, il fait des bons choix. Toujours un joueur intéressant et c'est cool, tu vois, par rapport aux discussions qu'on avait sur les dernières années, par rapport à l'état de forme physique de Kenrich, à le dos, voir comment ça se remet, etc. C'est cool de le voir toujours fiable et toujours utile, au moins pour de la saison régulière. Donc ouais, très content là-dessus. Et pour revenir sur Jay Will, le gros souci de cette année, c'est qu'il rentre pas ses tirs, parce que s'il rentrait ses tirs, on serait content de le voir 15 minutes par match. Jay Will, ça serait vachement utile, parce qu'il progresse défensivement. On sait qu'il y a des limites, mais c'est toujours sympa. Et un Jay Will qui rentre ses tirs, ça te fait une rotation à 3 intérieurs possible à mettre en place en playoff. Ou comme on l'a dit, la meilleure line-up d'OKC, c'est avec Chet et Hartenstein. Mais tu as envie de voir du Chet tout seul. Mais si tu as vraiment besoin de jouer grand, tu auras besoin de faire jouer Jay Will de toute façon, pour apporter un gros dans la raquette, hein, pour être très schématique. maigri. Mais Oh là là. il a maigré un peu, mais voilà, il est dense physiquement, quoi. Il tient le contact face à Jokic, donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Mais oui, voilà, Jay Will, c'est le souci, parce que sinon, oui, ça serait que son match contre les Spurs, il est excellent. Enfin, il fait des fakes à 3 points pour aller drive et aller choper des lancers. Mais il faisait pas avant Depuis ça. quand Depuis quand il fait ça? Et effectivement, oui, c'est ça, il le faisait pas avant. Et comme tu l'as dit, il a maigri. Et en début de saison, on se demandait s'il avait vraiment maigri, parce qu'on le trouvait pas forcément plus mobile que d'habitude. En vrai, oui. Oui, effectivement, plus, il est un ouais. peu plus. Il bouge un peu mieux, donc ouais, En c'est attaque pas si mal. surtout. Hein. Ouais, oui, effectivement, mais il se trouve quand même une utilité. Alors, le retour vient d'arriver de Jay Will, donc on va attendre quand même d'avoir un peu plus d'échantillons depuis son retour de blessure pour statuer, parce qu'avant, c'était quand même pas terrible. Mais oui, voilà, s'il retrouve de l'utilité offensivement, ça va être un joueur, pareil, joker en playoff, selon les match-ups que tu pourras mettre aussi. Donc c'est toujours bien de compter sur ce genre de joueur-là. Ouais, puis peut-être pour conclure sur Kenrich et Jay Will, il y a un truc peut-être à pas sous-estimer, c'est qu'au-delà de l'aspect purement terrain, c'est que dans les leaders, à l'énergie, au mental, tout ça, je pense qu'il s'est pas trop sous-estimé. Parce que Kenrich, en tant que gueulard, à râler, à mettre de l'intensité, même quand il y en a pas, et cetera, c'est très bien. Et Jay Will est quand même très, aussi supporter, à mettre, pas l'ambiance, mais dans le bon sens du terme, j'entends, à pousser les autres, à essayer de relancer. Contre les Spurs, c'est le paroxysme de ça, hein. Quand tu as dit qu'il était possédé, c'est le gars est partout et se bat dans tous les sens, se célèbre, et cetera. Et je pense que là-dessus, de les revoir un peu plus, ça a apporté un renouveau un peu mental qui manquait à un moment là. Parce que le moment où en 6-6, mentalement, tu sens que ça tire.
les corps sont fatigués, mais alors mentalement, tu sens que ouah, bon, on va pas faire le 73-9, on commence à être fatigué, les tirs rentrent pas, on doit défendre fort tout le temps pour essayer de gagner le match, même contre des équipes moyennes. Tu sens que ouais, ça commençait de vraiment tirer et que d'avoir des gars qui sont revenus, qui se sont imposés, qui ont ramené un peu de boost, et même la victoire à Memphis, du coup, que tu vas chercher sans la majorité de tes leaders et qui te relancent pas mal de role-players qui reprennent confiance. Ah, c'était ce qu'il fallait un peu à cette équipe-là, je trouve. Donc c'est bien tombé à ce moment-là, on va dire. Ouais. Ouais, c'est plus ce match-là que le match contre Utah qui est le déclencheur Ouais. du regain de Mm. forme. Parce que oui, le match contre Utah, c'est merci Shea d'être aussi fort, quoi, en gros. Ouais. En gros, parce que ça a beaucoup reposé sur lui, Il y a quoi. eu des combats, mais c'était Kobe sur le match. Enfin, au bout d'un moment, tellement. c'était bon, donnez-moi la balle, vous êtes chiant, quoi. Ouais. Genre, C'est clair. Ouais, Mais ouais, ils ont du coup aussi Kenrich et Jay Will. Tu parlais du côté hors terrain. Même sur le terrain, ils ont un côté un peu Wislar, un peu joueur sale. Genre Kenrich, on le ah, sait dis un pas peu, tu vois. ça, on est déjà assez en mauvaise réputation là. Oh Non, là mais là non, mais là. dans le côté, tu l'as dit, mec qui te remet dans le droit chemin, etc. Bah, Mm. Kenrich, voilà, s'il y a besoin de faire une faute utile ou un truc comme ça, il va être là. Et Jay Will, pareil, ça paraît pas, mais Jay Will, s'il y a besoin de mettre de l'impact pour calmer un peu l'attaquant adverse, bah, il va pas hésiter, quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir des mecs pas qui se sacrifient, mais qui cognent un peu, quoi. Non, il faut le dire. Non, mais c'est la vérité, hein. Tant que ça reste après dans les règles, Oui, etc., voilà, c'est ça. que tu fais pas un croche-patte à Wemby, hein, parce que sinon, voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que dans l'impact et dans ce côté, ouais, c'est pas vice, mais un peu, ouais, je sais pas comment le dire. C'est toujours le mot qu'on cherche à chaque fois, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, bah, pour conclure sur ça, finalement, dans un stretch compliqué, bah, en fait, on n'est pas. Je vais être un peu rassurant pour enchaîner sur ton point, Pierre. Bah, en Mm. fait, que ce soit à l'intérieur ou défensivement, bah, on reste la meilleure défense de NBA, même dans un stretch où c'est plus compliqué. On est premier en nombre de points encaissés dans la raquette, donc on encaisse le moins de points dans la raquette, ce qui montre quand même l'impact de Chet et malgré tout que Kenrich et Jay Will ont fait un taf plutôt sérieux. On crée toujours le plus grand nombre de ballons perdus, on est toujours l'équipe qui perd le moins de ballons. Enfin, en fait, il y a quand même plein de signaux positifs envoyés à la fois par cette raquette, mais par la défense en général, et qui montrent que cette équipe, en fait, elle reste élite, même quand ça va pas, même quand elle est en 6-6 sur 12 matchs. Elle a quand même toujours des ressources pour se relever. Et peut-être que la prochaine fois aussi, nous, je trouve qu'on l'a quand même bien fait de savoir prendre du recul, etc. Mais faut savoir aussi se dire, la saison régulière, c'est 82 matchs, c'est long. On a joué 42 matchs en 2 mois. C'est normal qu'on ait eu des hauts et des bas. Et ne pas se voir trop beau maintenant, parce qu'on est là sur 5 victoires d'affilée, on vient de battre les Rockets, les Spurs. On va pas se dire, ah non, on va refaire le 73-9, machin, on va enchaîner 20 victoires et tout. Mais à la fois, quand aussi ça va mal se passer, c'est toujours un peu prendre du recul et voir au long terme. Ouais, puis regardez les autres équipes pendant cette période-là. C'était pas glorieux non plus, même les Spurs, les Lakers. À Denver, il y a plein de blessés, c'est différent, mais voilà, il y a un peu des mêmes combats que nous, des fois, sur du coaching, sur des trucs qui traînent, des trucs qui perturbent un peu la fanbase, sur pas mal de petits points qui chagrinent tout le monde. Donc, non, cette équipe-là a quand même de la marge. Alors après, effectivement, quand tu as une équipe de Charlotte qui met tout et que toi tu mets rien, bon, oui, l'écart se fait, c'est normal en NBA. Mais oui, globalement, cette équipe-là a des ressources et a de la marge sur tout le monde, hein. Et même encore maintenant au classement, la marge est encore assez grande. Pour être, si on veut finir sur la note d'optimisme, bah, deux choses. OKC, c'est la seule équipe qui a au moins 30 victoires. T'en as 35. Donc voilà, la deuxième équipe a 29 wins. Et tu l'as dit, Amaury, OKC, toujours la meilleure défense de la ligue. 105 de defensive rating, le deuxième est à 109,6. Voilà. Un petit écart, quoi. Très léger. Non, puis après, les stats sont semblables à celles de l'année dernière aussi. Le bilan est semblable, les stats sont semblables. C'est juste début de saison, on s'est vu très beau aussi. Oui, Ça a c'est peut-être ça. pas aidé. C'est clair, au lieu de partir sur un potentiel 74 wins, tu pars sur 68, 69 là en termes de dynamique. C'est bien, Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà pas très mal. haut. Que C'est honnête. 68, c'est dommage. C'est vrai. Ouais. Alors moi, pour mon point, j'ai essayé de prendre un peu de recul, mais on en a déjà parlé un petit peu avec Tom. C'est comment peut-être ce début de saison a rebattu un peu les cartes dans le roster. Et c'est une chose à laquelle je m'attendais
Pas forcément en fait, parce que OKC surfait quand même sur pas mal de certitudes avec le titre qu'ils venaient d'avoir, 2 saisons pleines et en tout cas une avec le même roster, donc tu voyais un peu ce que tout le monde allait potentiellement apporter, sauf AJ Mitchell. Bon, voilà, ça on l'a dit. Bon, on a déjà parlé pas mal de ce moment de moins bien, de ce coup de moins bien, même si on a fini sur l'optimisme, mais qui est expliqué, qui a pas mal d'explications, que ce soit un manque d'énergie sur le terrain, un manque d'énergie mentale, manque d'envie, un peu de frustration, pas mal de choses. Au-delà de ça, on avait aussi pas mal parlé des blessures qui ont impacté ça. Ben, Hartenstein et J-Will notamment, le retour de J-Dub, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais sans être négatif, le retour de J-Dub a, lui, changé beaucoup de choses, offensivement notamment, dans les rotations. Puis en plus, le retour de J-Dub plus les blessures, la double big line-up, tu la vois presque plus, honnêtement, on l'a presque plus vu depuis un petit moment. Donc voilà, pas mal de choses qui pouvaient expliquer ces petites phases un peu moins bien, ces petites phases d'adaptation. J'ai noté aussi que je trouvais que l'équipe avait perdu confiance, mais et offensivement et un petit peu défensivement. On semblait moins sûr de nos forces, un peu un manque d'inspiration, bien entendu, on en a parlé, très stéréotypé offensivement. Donc voilà, tu avais une petite perte de repères que tu avais depuis maintenant longtemps, en fait. Marc Daigneault moins confiant, ça on l'a dit aussi sur ses rotations, il se cherchait. Tu as eu voilà, encore une fois, des line-up un peu ultra défensifs. Tu as un Joe qui a disparu, qui était utilisé différemment. Enfin, il y a pas mal de trucs où je me suis dit, bon, ce qui est bizarre, c'est au-delà des défaites où tu peux être fatigué, tu sens on recherche quelque chose d'autre, peut-être un renouveau. Au début, on s'est dit, peut-être on va faire exactement la même saison, les mêmes choses et tout va bien aller. Non, il faut quand même adapter certaines choses, donc s'entraider tout le monde, même si je comprends les arguments très Murphy. Il faut quand même adapter certaines choses. Mais c'est surtout que là, ce qui m'a surpris, encore une fois, peut-être que ça va changer sur la deuxième partie de saison, c'est au sein de l'effectif, j'ai l'impression que la hiérarchie a un peu changé. Bon, on a eu forcément depuis longtemps ce débat Hartenstein-Dort sur la fin de saison. Très rapidement, celui-là, on l'a un peu évacué. Bon, il va revenir cet été, c'est sûr, mais en mode, Dort est pas bon, mais pas un tir, ou très peu en tout cas. Défensivement, c'est pas pareil qu'avant, on va dire. Il y a des matchs où il est très bon, il y a des matchs où ça devient un peu caricatural, alors qu'Hartenstein avait été probablement l'un des meilleurs joueurs du roster sur le début de saison aussi, peut-être le troisième, on va dire, à voir que quatrième, bon, voilà. Mais il était vraiment très bon, donc on était parti, Hartenstein, en fait, c'est lui qu'il faut garder. Pourquoi on se pose des questions? Et en fait, pareil, ça a fait ça sur plein de joueurs. Un Wiggins qui là récemment revient bien, il y a un Kesson qui s'enfonce un peu alors qu'on avait pas mal d'espoir. Puis après Mitchell, bien entendu, que honnêtement, lui, tu te dis, comment tu te passes de lui dans les prochaines années, ou au moins comment tu te passes de son profil. Donc vraiment, je trouve qu'en fait, il y a des joueurs sur lesquels on était un peu sûr et on pensait à une progression assez linéaire, un Kesson par exemple, et je trouve que c'est pas ce qui est ressorti maintenant. Et du coup, ça peut rebattre les cartes pour les playoffs. Et ça, Tom, tu l'as un petit peu dit, parce que vu le niveau qu'il affiche et vu le niveau de certains, qui dit que Kenrich ne jouera pas en playoff, enfin, vu ce qu'il apporte, hein, notamment contre des bonnes équipes. Mitchell, je l'ai dit en rigolant tout à l'heure, qui va jouer 35 minutes, mais ça me choquerait pas qu'il finisse des matchs dans le clutch en playoff et qu'il joue 30 minutes et qu'il joue beaucoup, beaucoup. Donc je trouve que tu as pas mal de choses qui ont bougé, alors qui sont susceptibles de se remettre en place, de rechanger un peu de tendance, parce que la NBA ça va vite, parce qu'il reste, on l'a dit, la moitié de la saison. Mais je trouve qu'il y a un impact dans le futur où tu vas te poser des questions sur des contrats, parce que AJ Mitchell va pas garder un contrat à 2 millions par an très longtemps. Et un Cason Wallace, comment tu le prolonges vis-à-vis de sa saison, mais aussi dans la construction de ton roster, où là on revient au fait que on a beaucoup axé la construction défensivement, avec les drafts de Cason, avec Dort. Quand tu vas chercher Caruso et Hartenstein, tu vas pas forcément chercher de l'attaque non plus. Voilà, tu as beaucoup de défenseurs élites, mais t'as très peu d'attaquants. T'as très peu d'attaquants. Et vu que sur le début de l'année, les 3/4 de tes défenseurs sont devenus des peintres en attaque concrètement, alors qu'avant ils étaient un peu meilleurs que ça quand même, ça peut poser question sur est-ce que pour réussir, cette équipe-là doit pas avoir quand même un équilibre attaque-défense plus, voilà, plus équilibré pour le coup. Parce que là, on était tombé dans la caricature, on était juste une défense. Et il fallait t'arriver à marquer un peu de panier contre nous, tu savais qu'on allait que difficilement répondre à part Parcher. Et donc, là, moi, je me pose des questions sur est-ce que le futur du roster et le noyau dur, ça doit pas être en fait
en sortie de banc, j'entends, hein, un Mitchell, Wiggins et peut-être Joe, plutôt qu'un Cason, Caruso et Dort, quoi. Parce que tu peux plus te permettre de juste empiler les défenseurs et juste être meilleure défense de l'histoire match après match, parce qu'il y a des moments où ça va pas passer, je pense. Et en playoff, on l'a vu, c'était difficile. Tu jamais lâché défensivement ou très rarement. Bon, contre Indiana, il y a eu des matchs comme ça, il y a eu des matchs laissés à droite à gauche contre Minnesota, etc. Mais offensivement, tu as été en galère. Combien il y a eu de matchs de playoff? Je sais plus, beaucoup. Mais tu as été en galère presque tout le temps. Bon, à part des passages historiques où d'un coup tout se débloque, mais tu as été en galère pendant certaines séries, sur tous les matchs. Donc ouais, vraiment, c'est ça qui m'a questionné un peu plus maintenant après cette demi-saison, c'est est-ce qu'on sera capable, si besoin, de changer un peu de fusil d'épaule, de garder un peu plus des joueurs peut-être moins bons défensivement, mais qui sont quand même capables de s'adapter, parce que Wiggins défend plutôt pas mal sur ces derniers matchs, mais qui par contre en attaque seront bien plus intéressants et pertinents et bien plus capables qu'un Dort, qu'un Cason Wallace, qu'un Caruso qui a été cataclysmique offensivement sur la majorité du début de saison, là, faut le dire. Donc voilà, c'est vraiment ça où je me dis, bah là, je sais plus, pour l'instant, à l'aube des playoffs, quelles seront les rotations, qui va réussir à tirer son épingle du jeu, et je sais plus après du coup, qui, peut-être dans le futur, eh ben, sera le noyau dur. Parce que je trouve que là, tu as des joueurs qui méritent peut-être plus que d'autres, et vous l'avez dit un petit peu sur les rotations, ça a mis du temps à se mettre en place de valoriser les joueurs qui méritaient, et peut-être que ça va finir par se voir aussi sur les contrats et sur, qui sera tradé. Ouais. Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis un peu plus de la team défense, moi, quand même. Dans le sens où, Ah c'est non, ouais. injuste. Ouais. C'est que, non, mais c'est dans le Alors sens où, oui, je veux pas Caruso, Kayson oui, et, oui, euh, mais et Woodward, mais on sera ouais, toujours défensif, hein, et ça me va très bien. bien Mais sûr. c'est juste qu'il y a Ouais. il y a un petit équilibre à trouver, quoi, parce que bon. Ouais. On a fait une équipe au Thunder Quiz qui s'appelle Briquet Défense, hein, donc Oui, Ouais. voilà. donc Donc, voilà. Moi, faut pas j'aurais qu'on fait soit ça tout le Fidèle. temps, en fait. Ça devient compliqué, quoi. Non, c'est sûr, mais je pense aussi, et je suis très exigeant avec lui, mais je pense que c'est aussi un travail du coach. C'est aussi au coach de trouver des solutions. On m'a dit que cette équipe, elle était incapable de battre les Spurs. Bah, j'ai vu mardi soir que cette équipe, elle était capable de trouver plein de solutions face aux Spurs. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, je vois pas pourquoi on serait pas capable de reproduire ça face à d'autres équipes qui font. Les Spurs n'ont pas fait de zone, mais de faire une zone où d'ailleurs on attaque beaucoup mieux la zone. Il y a beaucoup moins de zones Oui. qui nous sont proposées. Parce que la zone, on a quand même trouvé des solutions. Maintenant, Shea joue beaucoup poste haut sur la zone. On a trouvé de l'alternance. Je trouve que c'est moins un problème, même si je sens qu'en playoff, ça va revenir. Parce que je sais pas pourquoi cette équipe, l'année dernière, en tout cas, elle avait un blocage en playoff elle savait rien faire que tirer à 3 points contre Denver notamment, où on a eu des séquences catastrophiques. Mais je suis d'accord que sur le côté méritocratie. Mais par exemple, moi je trouve que Jay Mitchell, vous avez dit que c'est pas un défenseur élite. Moi je suis pas loin de penser que c'est pas loin d'un défenseur élite. Juste qu'il joue à côté de Caruso Dort. Mais il y a beaucoup d'équipes et Jay Mitchell, c'est quasiment le meilleur défenseur, hein. Contre les Spurs, il est vraiment très impressionnant défensivement. Et il y a pas mal de stretch où moi je le trouve vraiment très très fort défensivement. Même si, bien sûr, je préfère que offensivement, je préfère qu'il soit un peu moins fort défensivement, dans le sens qu'il s'implique un peu moins. Je sais pas comment le dire, mais c'est pas qu'il s'implique, mais qu'il soit un peu moins sur les porteurs de balles offensifs en face. Et parce qu'on a tellement besoin de sa création offensive, je préfère que privilégier le côté offensif pour lui. Mais je sais pas si c'est un changement de fusil d'épaule qu'il faut. Je suis pas sûr. Je pense que Caruso l'année dernière aussi, il était nul en attaque pour la saison régulière. Il a mis 2 fois 20 points en finale NBA. Est-ce que je vais vraiment juger le niveau offensif de Caruso sur décembre et janvier? Je sais pas. Plein de points comme ça où je trouve que la construction roster, la question Hartenstein, Dort, ouais, moi je pense aussi qu'elle est répondue. Dort, il joue 20 minutes là encore hier. Quand il est out, regardez, Hartenstein est out, on a un stretch pas foufou. Dort est out, on fait un de nos meilleurs matchs de la saison contre les Spurs. C'est un peu cliché, j'exagère le trait évidemment, mais c'est quand même significatif de. Bah, je sais pas si Dort défend tellement moins bien, je pense qu'il défend moins bien, mais surtout qu'il est pas indispensable. Il a d'autres joueurs qui font son rôle. Il y a des Kayson qui sont capables quasiment de remplir le même rôle que lui, même si c'est pas forcément le même type de défenseur, des Caruso. Tu as tellement de bons défenseurs sur le point of attack que tu peux te passer d'un Lou Dort à 17 millions l'année et privilégier un Hartenstein à je ne sais pas combien on le re-signera sur le même contrat, j'espère sur le même contrat. Cher. Donc, on va pas tellement pouvoir aller plus haut, hein. De toute façon, il va bien falloir trouver des pay cuts quelque part. Mais, ouais, sur ces questions-là, et pour parler de Kayson rapidement, alors
J'ai du mal à juger Kayson parce que encore une fois, comme on en parlait déjà en début de saison, je l'ai pas vu essayer. Je l'ai pas vu essayer de faire un peu de création, je l'ai pas vu essayer de faire d'autres choses offensivement. Mais en même temps, j'ai envie aussi de dire que c'est sa faute parce qu'il est même moins fort offensivement que l'année dernière. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas non plus dire oui, Daigneault lui laisse pas assez de liberté, etc. Le gars ne fait rien. Le gars essaie de tirer, il ne rentre pas un tir. Bon, il en met deux hier importants, mais il rentre pas un tir globalement sur la saison. Donc, à partir de ce moment-là, je veux aussi le responsabiliser sur sa non-efficacité offensive. Mais est-ce que c'est pour. Enfin, moi, je pense que la question sur Kayson Wallace, elle se pose pas. Enfin, pour moi, il faut le prolonger cet été. Et c'est un minimum une bonne nouvelle et qu'il soit mauvais, puisqu'on va prolonger. Enfin, on va pouvoir le prolonger moins cher si on a envie de le prolonger au moins. Si on veut trouver quelque chose de positif là-dedans. Ouais, de toute façon, c'est un sujet vaste. On pourrait faire un podcast entier sur comment le OKC va devoir remodeler son équipe après cette saison, parce que on sait à quel point la grille salariale est fournie et à quel point ça va être compliqué de naviguer, à moins que Clay Bennett ait envie de claquer toute sa tunasse. Et il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux le faire, Clay, on est preneur. Hein. Mais je suis pas sûr. Mais oui, voilà. Après, pour modeler l'équipe, alors faut pas tirer, je pense, de conclusion directe de la demi-saison qu'on vient de voir, parce que en deuxième partie Non, de saison, bien sûr. tu l'as dit, Amaury, Caruso, la saison régulière, franchement, l'an dernier, pareil, hein, il fait un début de saison régulière cataclysmique offensivement, mais il y a toujours de l'impact défensif, et au fur et à mesure, il se met en rythme, il arrive en playoff, il est injouable, quoi. Donc pour le coup, moi, par exemple, Caruso, je me fie pas du tout à sa production de régulière. Moi, tant qu'il est en forme physiquement, qu'il gère sa saison tranquillement, qu'on voit par-ci par-là des moments où tu as 3 minutes d'ex Caruso, en fait, il te change le match, comme ça a pu arriver récemment, bah, ça me va très bien. Pour les cartes rebattues, je trouve que les cas sont un peu divers. C'est que pour moi, OKC va forcément peut construire avec des joueurs offensifs plus que défensifs, mais il faut que ces joueurs offensifs soient viables défensivement. Je sais pas si c'est clair. Ouais, bien Beaucoup de sûr. fois le même mot. Mais tu vois, genre, pour moi, AJ Mitchell rentre totalement là-dedans, parce que, comme vous l'avez dit, il défend bien, voire même très bien. Et c'est un mec qui t'apporte un plus offensivement qui est indispensable au Thunder. Il est devenu indispensable au collectif. Et là, si on fait une rotation de playoff maintenant, il est dedans. Il n'y a aucun souci. Et l'an dernier, on avait une rotation à 7 plus Wiggins, en gros. Et après, tu avais eu Joe, mais qui est sorti petit à petit, et des jokers. Voilà, ta rotation, elle est à 8 plus Wiggins, en fait. Et Jay Mitchell, il s'est totalement incorporé là-dedans. Et je vois pas comment tu le sors. Isaiah Joe, par exemple, c'est plus compliqué parce que défensivement, on connaît les limites physiques, hein, tout simplement, parce que en termes de QI défensif et de placement défensif, d'effort, etc., c'est pas un mauvais joueur. Mais on sait que s'il est taillé comme un cure-dent, donc forcément, à l'échelle NBA, évidemment. Mais forcément, il va être ciblé défensivement et c'est plus compliqué. Donc ouais, ça dépend des cas. Et pareil pour les joueurs défensifs, l'idéal, c'est d'avoir des joueurs défensifs qui soient quand même viables offensivement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce souci, je trouve, si tu gardes Kayson et Dort, je trouve que tu auras forcément un souci à un moment donné parce que les deux sont des joueurs offensifs très imparfaits. Dans des styles différents, Kayson est un peu plus capable de poser la balle que Dort qui ne le fait quasiment pas du tout. Mais en même temps, Dort est peut-être un poil plus fiable à 3 points et encore cette année, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est des défenseurs d'élite, mais tu peux pas avoir les deux sur le terrain offensivement, c'est très compliqué, je trouve, pour des séries de playoffs. Et du coup, on pense que cet été, il va falloir faire un choix entre les deux et potentiellement sans valider forcément cette théorie-là. Mais Kessonwala, c'est plus jeune. Voilà, potentiellement, tu pourrais plus le choisir lui que Dort, surtout avec la dynamique de la saison. Voilà, ça c'est un débat qu'on aura plus cet été. Mais oui, pour la construction et le fait de remodeler l'équipe par rapport aux cartes qui, comme tu l'as dit, Pierre, ont été rebattues, c'est un problème compliqué. C'est déjà compliqué de projeter à peu près les rôles qu'il y aura en playoff. Hormis le trio chez J-Dub, Chet et pour le coup Caruso, Hartenstein, pour moi, ça me paraît assez clair qu'ils seront importants aussi et à peu près de la même importance que l'an dernier. Voilà, Dort, Kayson, Mitchell, Wiggins, voir comment tu les utilises. C'est toujours compliqué. C'est compliqué, je trouve, de se projeter là-dessus pour le coup, même si là où je suis assez d'accord avec toi, Pierre, c'est peut-être pas changer son fusil d'épaule, mais amener un peu plus de qualité offensive Mmh. à l'équipe, ça ferait pas forcément de mal tant que tu déstabilises pas ta défense. Parce que la défense est tellement forte qu'avoir moins de joueurs élites défensifs, juste des joueurs bons, voire très bons défensivement, mais qui t'apportent un vrai plus en attaque, ça peut faire une grosse différence, je trouve, et c'est peut-être plus le chemin à prendre à ce niveau-là, notamment voir ce qu'apporte Wiggins récemment. Comme vous l'avez dit, en plus, il est viable défensivement en ce moment, donc un Wiggins comme ça, évidemment, tu as envie de le faire jouer, quoi.
Bah, c'est ça en fait, c'est encore une fois, c'est une tendance, c'est un truc, Mmh. là ça se trouve, Cason Wallace sur la deuxième partie de saison, il va shooter à 40 à 3 points. Bon, bah, voilà, on se posera plus la question et ça sera plus du tout la même problématique. Mais on va dire la tendance actuelle, bah, c'est là où je te rejoins bien Tom, c'est tu n'as plus besoin tu as plus besoin de joueurs viables offensivement que de défenseurs élites dans ce roster pour l'instant. Parce que ta défense collective est en place, parce que tout le monde, tu as dit pour être viable au OKC, pour jouer, pour même être drafté par OKC, il faut que tu sois quand même, viable défensivement si tu veux pouvoir jouer. Donc un Mitchell par exemple, est 10 fois plus valuable qu'un Cason Wallace parce que ce qu'il apporte est plus unique. Mais du coup, moi j'ai envie que si justement cet été l'effectif est un petit peu remodelé, qu'offensivement tu aies un peu plus, de ouais, tu un peu plus de choses quoi et sans sacrifier ta défense encore une fois, hein. Je pense que déjà avec un Chet, un J-Dub, tu as une base de 35 minutes qui est, énorme, défensivement. Juste avec ces 2 joueurs, Shai est une bonne superstar défensive, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres. Ouais, quoique il y en a des bons aussi, mais il est quand même dans c'est pas Luka Doncic. Donc globalement, tu as quand même une base qui sera là avec un Caruso, avec ces joueurs-là. Juste, tu as besoin d'un équilibre où, ouais, tu peux plus te permettre d'avoir des joueurs qui sont incapables de poser un dribble, de mettre un tir en attaque et ça va devenir compliqué parce que c'est bien de défendre, mais si tu peux ni sanctionner après le ballon que tu as gagné, ni mettre un tir, bah, en fait, on va faire que des matchs à 50 points après. Enfin, je pousse à l'extrême, mais voilà. Et je trouve que ça s'est beaucoup ressenti là, où tu incitais tellement là-dessus et offensivement, tu étais tellement parfois ridicule que j'avais cette envie de, bah ouais, vas-y, faites quelque chose, quoi. Faites qu'au moins, ou alors les gars reprennent confiance et remettent des tirs, mais on peut pas continuer comme ça offensivement. Alors là, ça va beaucoup mieux parce que tu as amené du mouvement, parce que tu as mis Wiggins, parce que moi, le message de mettre Wiggins dans le 5, je te le trouve assez fort quand même, parce qu'un Kesson était dans le 5 majeur en finale, hein. Donc je le trouve assez fort que Wiggins soit passé dans la rotation. Rien que ça, pour moi, c'est un peu une carte qui a changé. Donc ouais, c'est vraiment sur trouver un vrai équilibre, pas tomber dans la parodie que d'un côté et pas tomber dans la parodie que offensive à un moment non plus où tu mettrais, chez Mitchell, Joe, Jay Will, enfin voilà, où tu ne défends plus. Mais vraiment que et les line-up soient plus équilibrés et que dans le futur, que ce soit en playoff et à cette prochaine intersaison, tu te poses vraiment cette question de OK, on a créé une défense historique parce que, on avait les joueurs pour. On a un coach qui a mis en place une défense, voilà. Maintenant, je pense qu'on peut être la meilleure défense de la ligue, encore une fois, mais en amenant, des qualités offensives un peu plus grandes qui feront de nous peut-être une équipe encore plus redoutable. Et ça, je pense de plus en plus à ça, dans le sens où, ben, ouais, vous m'enlevez, 1 de Cason et Dort et vous me rajoutez un joueur, un peu moins bon défensivement, mais qui offensivement met des tirs, heu, je trouve qu'on est bien meilleur, en fait. Pas les 2, mais un des 2, par exemple, tu vois? Ouais, ouais, ça c'est sûr, mais après, il faudra voir les moyens qu'on aura aussi pour faire ça. Bien Donc, sûr. ça passera peut-être par un trade de, Dort, qui je sais pas, de Caruso, celui qui aura de la Ouais. valeur à ce moment-là, parce que quelle est la valeur de Dort aujourd'hui s'il ne rentre pas un tir sur la saison? Et si on veut plus de lui, ça veut dire aussi que les franchises en face sauront qu'on veut un peu moins de lui et qu'il a vraiment tiré à 25. La valeur des joueurs NBA, maintenant, Ouais. je sais plus. Voilà. Ouais. Je me dis que Dort CF, a de la Trae valeur, ouais, voilà, mais je me dis que Dort pourrait avoir de la valeur dans le sens où, bah, c'est quand même un joueur à potentiel, All Defensive Team. C'est un joueur qui peut te changer ta défense parce qu'il amènera cette culture, il peut être point of attack élite quand même, faut pas Ouais. l'enlever. Si tu as une équipe après qui est très, offensive à côté de ça, bon, bah, peut-être que ça peut compenser, hein. Je dis n'importe quoi, tu le mets à Washington, il aide énormément leur défense, tu vois? Ah mais complètement. Il change la D'accord. donne du truc, et ça enfin, tu vois, je dis pas qu'il faut trader avec Washington, je sais même pas quel joueur on pourrait prendre là-bas, mais il y a des équipes qui, je me dis, pourraient être intéressées. Après, dans leur timeline, dans quel projet, voilà, c'est une autre question. Mais je me dis qu'il y a quand même une valeur. C'est pas Ousmane Dieng, quoi. Il y a une valeur. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Mais oui, enfin, c'est ça, c'est aussi, quels sont les moyens. Après, peut-être passer par la draft, et Mmh. aussi un point, c'est, à quel point, OKC évalue le niveau, de Nikola Topic, de Thomas Sorber, qu'on n'a toujours pas vu jouer. Est-ce que je sais rien, moi je sais pas, mais est-ce qu'il rentre Mmh dans les mh.
est-ce que par exemple, on va être plus enclin à trader Hartenstein parce qu'il y a Thomas Sorber, je dis n'importe quoi, mais est-ce que dans la tête de Sam Presti, il se dit est-ce que Thomas Sorber c'est un mec élite, je l'ai vu jouer, j'en sais rien. C'est des choses qui peuvent vraiment rentrer en compte dans ce calcul du futur. Et surtout, je pense qu'on aura beaucoup de réponses à la fois en playoff en voyant les rotations. Et puis si on regagne le titre avec plus de facilité en ayant ce roster-là, je vois pas pourquoi on ne retournerait pas avec la même équipe, malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré toutes les difficultés offensives. Je pense que si tu fais un back-to-back en galérant les 2 fois, mais en étant une défense C'est tellement bon, hein. élite, je suis pas sûr c'est ça. Et je suis pas sûr qu'on se remettra forcément en question à ce niveau-là. Oui, de toute façon, déjà sur le début de cette saison-là, on s'est dit on vient d'être champion, pourquoi pourquoi changer le roster? Quand tu es champion en titre, oui, c'est évident. Et en plus, maintenant, on a ajouté Jay Mitchell. donc c'est cool. Ouais. Mais oui, après, pour les choix qu'il y a à faire. Lugensdort, là où je suis pessimiste, c'est qu'en fait, il y a des absents. Et en plus, en ce moment, c'est un peu mieux que le début de saison, mais il joue quand même pas tant que ça. Donc même dans l'esprit de Mark Daigneault, il est moins indispensable qu'avant. C'est plus ça qui m'inquiète, parce qu'il ne jouerait pas juste parce qu'il met pas ses tirs, mais les matchs où il met ses tirs, il joue 35 minutes. Ouais, ok, il suffit qu'il mette ses tirs. En fait, c'est un joueur indispensable et Daigneault le considère toujours comme un starter et finisseur de match quasi indéboulonnable. Là, c'est pas le cas, quoi. Il y a des matchs où il est plutôt pas mal, il défend bien, il est adroit, mais la fin de match se fait avec AJ Mitchell et Alex Caruso sur le terrain, par exemple. Et Lugensdort, en deuxième mi-temps, tu le vois 7 minutes. Donc ouais, c'est ça qui est plus inquiétant pour lui. Là où, par exemple, Cason Wallace a un rôle un peu plus régulier. C'est arrivé des matchs où Cason a starté, mettait pas ses tirs et il a peu joué en deuxième mi-temps, mais c'est moins le cas que Lugensdort. Et puis, Caruso a un rôle régulier à peu près tout le temps. Mais oui, c'est pour ça que le futur de Lugensdort, même si on verra, parce qu'il apporte quand même des choses que si tu le perds, tu retrouveras pas, du style l'impact physique. Lugensdort, c'est un défenseur. Cason Wallace, il est physique pour sa taille, mais Lugensdort, c'est quand même autre chose. En termes de gabarit, c'est pas la même chose du tout. Et même, tu vois, je parlais de vis de Kenrich et J. Will. Lugensdort, en termes de vis, c'est pas mal aussi, quoi. Le fait de plonger et de vendre les écrans mobiles, ce genre de choses, c'est con, mais c'est des actions. Souvent, tu as des matchs où OKC commence à avoir une dynamique, les mecs ils posent des écrans un peu moins solides, et en fait Lugensdort il va avoir la présence d'esprit de se dire je vais foncer dans le mec et plonger un peu entre guillemets pour vraiment provoquer une vraie faute, mais bien la vendre à l'arbitre, et ça va accentuer le momentum et tout. Enfin, il est très bon là-dedans, Lugensdort, donc c'est ce genre de choses que tu perdrais quand même. Donc là, on est en train de théoriser un peu un Lugensdort moins important et possible départ cet été potentiellement, mais il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'il a encore à OKC, même dans une saison où il est clairement moins bon que l'an dernier pour le coup. Oui, attention, encore une fois, je parle d'une tendance et d'un sentiment, mais j'enlève pas le fait qu'un Lou Dort est vital depuis plusieurs saisons à OKC, là, qu'il est dans un moment de moins bien, et plus des joueurs qui sont un peu dans son rôle, qui pourraient lui prendre sa place, en plus. Parce que t'as pas Cason Wallace, tu te poses moins la question. Hein. Tu te poses moins la question de Lou Dort. Hein. Mais voilà, encore une fois, faut pas l'enterrer non plus. Ça peut être très vite relancé. Enfin, il y a aussi les services rendus, mine de rien, qui vont compter, je pense, à la fin. Mais oui, il faut pas non plus, tout n'est pas acheté, encore une fois. C'est juste que, pour conclure, c'est juste que ce début de saison m'a amené des questions, un peu plus sur certains points où je me disais: «Bon, ouais, je m'en fous, enfin, ouais, ça va passer comme ça». Là, je me pose un peu plus la question: «Ouais, est-ce qu'il faut pas qu'on change deux trois petits trucs, qu'on change un peu notre vision sur, 2-3 petits points?» Mais encore une fois, c'est un problème de super riche, j'ai envie de dire. Parce que tu as un roster de malades, voilà, parce que tu as envie d'optimiser au possible un groupe qui est historique, que tu auras peut-être plus jamais, ou que voilà. Bon, avec Saint-Presti, peut-être pas, mais que tu auras peut-être pas de sitôt ensuite, mais voilà, il faut optimiser tout ça et essayer de faire perdurer, un petit peu ces saisons-là qu'on vit, qui sont quand même, aussi exceptionnelles, hein. C'est surtout ça, en fait, et je me dis que à trop tirer sur la corde défensive, peut-être qu'à un moment, tu vas être cramé et ça va manquer de l'autre côté du terrain. Tu vois? Si tu valorises pas assez certains joueurs. Ouais, surtout dans une ère NBA où la polyvalence, c'est le truc qui est recherché, Ah surtout ouais. pour les role players, quoi. Pour le coup, c'est indispensable d'avoir des joueurs. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle des Jay Mitchell comme un joueur clé, entre guillemets, c'est que tu vois, les grosses équipes des dernières années, ils ont souvent ce profil
guard créateur, capable de scorer et de passer, capable de défendre Mhm. aussi. Genre, je sais pas, les Pacers, Andrew Demard, bon, en playoff, il rentre beaucoup plus de tirs qu'en régulière, mais c'est un joueur hyper utile dans un roster. Les Mavs, donc Kyrie Irving, c'est un autre niveau, mais c'est un profil très intéressant. Mais je sais pas, un PJ Washington, par exemple, quand il rentre ses tirs, c'est un role player ultra intéressant parce qu'il fait pas mal de choses sur un terrain finalement. Mais- Voilà, être polyvalent et avoir plusieurs cordes à son arc et être le moins facile à cibler sur un aspect du jeu, c'est l'aspect le plus important et le plus recherché par les GM pour une construction d'équipe, pour aller chercher un titre, quoi. C'est ça aussi, c'est que la Dort et Cason Wallace sont devenus des joueurs uniquement défensifs et pas tout le temps exceptionnels défensivement ces derniers temps en plus. Donc, et tu vois, je trouve que maintenant, vu les stratégies appliquées, un mauvais attaquant, pardon, est tellement identifiable par la défense que ça en devient ridicule. Ben, contre les Spurs, on l'a vu, hein. En fait, tu peux presque, c'est pas que tu peux plus attaquer, mais tu attaques à 4 contre 5 parce qu'ils te le délaissent complètement. C'est un traitement pire que André Robertson avait à l'époque, quoi. C'est vraiment, ouais, laissez-le dans un coin, on s'en fout complètement. Donc vraiment, tu laisses un joueur dans la raquette et voilà. Et je trouve que c'est très handicapant maintenant. Ça devient difficile de vraiment jouer avec plusieurs joueurs, ça c'est sûr, mais même un joueur, s'il n'est vraiment pas capable de faire quelque chose en attaque, ça devient vraiment compliqué. Bah, le cas de Josh Giddey à l'époque, hein. Ouais, Josh Giddey, quand tu imagines la faiblesse numéro 1 de Josh Giddey, tu penses à la défense. Le plus gros problème de Josh Giddey au c'est le Thunder tir. sur les playoffs, c'était qu'il était laissé grand ouvert, quoi. C'était sur le volet offensif, alors que c'est un joueur offensif hyper intéressant, mais vu qu'il rentrait pas un tir, bah, c'était plus Vu que ça tu le lui donnais souci pas que la trop la balle. défense. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça. Il a besoin du ballon, il a besoin d'être près du cercle, entre guillemets, pour vivre, quoi. Mais ouais, tu vois, même pour un joueur tagué offensif comme lui, c'est l'attaque qui a posé problème. Donc, ouais, il faut des mecs utiles en attaque. C'est pour ça que Mm. Kesson et Lugens, mettez vos tirs, s'il vous plaît. Réveillez-vous, comme ça on n'aura plus ces conversations-là. Ouais, c'est clair. Pour conclure, j'avais une petite question pour vous, messieurs, et ça fera un petit lien avec la preview. On va s'intéresser au back-to-back, parce qu'on en a quand même un petit peu parlé. Puis c'est le grand objectif qu'on attend cette saison, hein, bien entendu, parce que en soi, les matchs de saison régulière, oui, on en parle, oui, ça nous intéresse, et oui, on analyse tout ça, et ça nous fait poser des questions. Mais en avril, il y a autre chose qui commence, quoi. C'est là que la guerre va commencer. Est-ce que ce début de saison vous a rassuré ou au contraire vous a un peu inquiété vis-à-vis du back-to-back par rapport avant la saison? Comment vous vous positionnez? Vas-y, Amaury. Concernant OKC, moi, ça n'a pas changé grand-chose en termes de niveau attendu d'Oklahoma City en playoff. Maintenant, le plus intéressant concernant la quête du back-to-back, c'est un peu de regarder les autres. C'est, je regarde un peu tout le monde, je me dis, j'ai pas vraiment une équipe pour l'instant qui me fait assez peur pour me dire qu'on fera pas le back-to-back. Moi, pour l'instant, c'est un oui, on va faire le back-to-back. Parce que à l'Est, déjà, Détroit, qui est premier, n'a pas forcément euh, les armes pour nous battre. En tout cas, moi, j'ai l'impression pour l'instant. Et pour l'instant, c'est même pas s'ils vont aller en finale, parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez rapproché à l'Est. Et à l'Ouest, je pense qu'on fera une tier list des équipes comme l'année dernière. Mais moi, pour l'instant, ce qui me fait le plus peur, c'est Minnesota. Même si on les a écrasés l'année dernière, l'équipe est là. Sur le papier, elle n'a pas tant changé que ça. Mais dans le jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Edwards, pour moi, est encore plus fort que l'année dernière. Et défensivement, toutes les faiblesses qu'on a pu exploiter chez eux, ils ont quand même beaucoup corrigé le tir et ils ont beaucoup plus d'adaptation derrière Gobert que ce qu'ils pouvaient avoir l'année dernière. Voilà pourquoi ça me fait peur. Et derrière, San Antonio aussi, mais San Antonio, après, je suis un peu impacté par le match forcément de mardi, mais j'ai l'impression que sur une série de 7 matchs, ce qui faisait la force de San Antonio, c'est que ils ont su tenir l'impact physique que nous on a pu mettre. Je suis pas sûr que sur 7 matchs ils puissent le faire par rapport à nous. Et derrière, les Lakers, j'ai pas peur. Houston, pas trop vraiment en vrai sur une série de 7 matchs. Je pense que leur attaque, qui est pourtant leur meilleur côté sur le terrain cette saison, n'est pas assez forte pour pouvoir nous mettre à mal défensivement. Voilà, et j'ai oublié une équipe. Oui, Denver. Denver, allez, voilà, c'est Denver avec Minnesota qui fait quand même peur. Bizarrement, Denver n'est pas si nul que ça sans Jokic. Euh,
Et c'est inquiétant. notamment Ça, c'est très ça, c'est inquiétant. inquiétant. Bah, c'est ça. Franchement. C'est ça qui est inquiétant, mais en même temps, moi, je me dis, on va pas faire, 1 heure sur Denver, mais est-ce que, Peyton Watson, est-ce que c'est pas le rôle qui fait qu'il met beaucoup de points et cetera? Ce que je veux pas dire que c'est un mauvais joueur, mais je veux dire que le fait que quand Jokic va revenir, est-ce que tu vas pas retomber dans les mêmes travers que tu avais sans lui? Qui sont, bah, quand tes joueurs ont moins de volume, ils ont moins le temps d'être en confiance et donc moins le temps de prendre des tirs, je sais pas, on n'a pas vu encore. Mais j'ai encore des doutes. J'attends de voir le retour de Jokic pour voir comment joue Denver avec lui. Bon, dans la même optique qu'Amaury, moi sur OKC, globalement, je partais en me disant on vise le back-to-back, on a la meilleure équipe. Je pense toujours qu'OKC est la meilleure équipe en lice et toujours le grand favori pour être champion. Donc pour le coup, et je pense même qu'on peut avoir une rotation plus large que ce qu'on avait l'an dernier. Donc potentiellement, si tu as une ou deux défaillances dans ta rotation de playoff, tu peux les remplacer entre guillemets par des mecs viables. On a parlé de Mitchell, mais même un Aaron Wiggins, moi je trouve que ce qu'il produit défensivement peut le rendre plus viable que l'an dernier en playoff. Donc ce qui est plutôt cool. Et après, oui, il faut regarder la concurrence. Alors à l'Est, bon, je suis Ouais, canadien cette année. oubliez l'Est. Toronto, on s'éclate, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais voilà, c'est pas une équipe qui joue le titre. Le seul qui pourrait me faire peur potentiellement, c'est le scénario rocambolesque de Boston, avec Jason Tatum qui revient, Jaylen Brown en mode top 5 MVP. Et en fait, les mecs sont trop forts. Mais bon, hormis ça, je trouve qu'à l'Est, quand même, il y a un niveau. C'est sympa à suivre parce qu'il y a une belle concurrence et il y a du suspense. Mais je vois pas de champion NBA là-dedans, quoi. Pour moi, le champion NBA, il va venir de l'Ouest. Et après, à l'Ouest, moi, Minnesota, je suis un poil plus sceptique parce que je trouve que le roster n'a pas spécialement changé. Et je sais pas, la saison régulière est sympa, mais Minnesota, c'est un peu toujours la même chose, je trouve. C'est toujours une équipe chiante à jouer, qui va passer des tours, mais je le vois jamais jouer le titre, moi, ce genre de roster. C'est un outsider chiant, quoi. Donc potentiellement, une série face à eux, ça peut être compliqué, mais globalement, OKC, on l'a vu sur les playoffs de l'an dernier, a plutôt bien négocié les Wolves. Et je suis pas sûr que Chris Finch soit un grand coach d'adaptation de playoff. C'est un mec qui est très fort pour poser un plan A, très très fort même. Mais après, pour s'adapter à une adversité quand ça se passe mal, c'est plus compliqué. Mais par contre, oui, en termes d'adversité, bon, les Spurs, ils nous ont battus 3 fois de suite, donc forcément, il faut les prendre un minimum au sérieux, même si ça reste une équipe jeune qui va découvrir les playoffs, là qui est un peu moins bien, donc quand ça rentre plus, ça rentre plus tous ces tirs à 3 points et des tirs contestés, c'est plus compliqué. Mais ça sera quand même une équipe chiante, ne serait-ce que parce qu'ils ont Victor Wembanyama qui est quand même extrêmement relou à jouer, hein, pour le coup, et qui lui, je pense, en playoff peut faire du sale dès sa première apparition. Mais sinon, non, pour moi, le principal concurrent, c'est un peu comme l'an dernier, c'est Denver. J'étais un poil plus sceptique que la moyenne. Je voyais plus Houston, par exemple, devant, et Houston me déçoit beaucoup cette année, je trouve, notamment sur le volet défensif, où c'est clairement plus la défense de l'an dernier. Ça reste une bonne défense, mais c'est plus élite. Denver, pour le coup, bon, déjà, ils ont Nikola Jokic, donc forcément, t'affrontes Nikola Jokic, c'est compliqué. Mais disons qu'il y a des choses que j'avais pas anticipées côté Denver qui peuvent me faire dire que ça va être une équipe relou, comme c'était le cas l'an dernier, du style, Jamal Murray va peut-être enfin devenir All-Star, ce qui fait une sacrée saison régulière pour le coup de Jamal Murray, pour une fois. Et même, t'as des joueurs de rotation qui ont progressé. Bon, Peyton Watson, c'est le plus évident. Peyton Watson, pour le coup, l'an dernier, c'était un joueur défensif qui pouvait mettre des tirs dans le corner. Là, le mec, il commence à poser la balle, à avoir de l'autocréation. Enfin, c'est fort, franchement, l'évolution qu'il a. Surtout en ce moment. Et puis même des joueurs du style, des ajouts, Tim Hardaway Jr., par exemple, c'est toujours un mec qui peut être utile en playoff, ce genre de choses. Donc ouais, Denver, il peut avoir une rotation à 7-8 joueurs qui peut être inquiétante. Donc je reste serein sur OKC back-to-back, mais pour moi, voilà, il y a de la concurrence, plutôt conférence Ouest, plutôt Denver, même si mon avis change pas trop, le Thunder est le favori, et même si tout le monde peut sortir tout le monde sur une série potentiellement, je souhaite bonne chance aux équipes adverses pour essayer d'en coller 4 à OKC. Ouais, je partage globalement ce que vous avez dit. Je suis pas plus inquiet qu'au début de saison. Je suis pas plus rassuré, par contre. Je trouve pas qu'on ait prouvé ou que les autres équipes ont, au contraire, été vraiment décevantes. Il faudra vraiment réussir à faire un switch offensif, qu'on commence là, actuellement ça va, mais qu'en playoff, tu aies des joueurs qui soient capables de planter des tirs, parce que l'année dernière, Caruso a pas ce switch, tu gagnes jamais le titre. Et il faudra des joueurs capables de faire ça. Il faudra avoir un Lou Dort peut-être capable de, quand
comme contre Denver, un moment de mettre 2-3 tirs qui changent la partie, etc. Est-ce que ça, on aura les ressources et est-ce qu'on sera prêt à le faire? Est-ce qu'on arrivera à le faire? Moi, c'est un peu ma question. Il y a aussi la question de J-Dub, bien entendu. Tu n'iras pas loin sans J-Dub, honnêtement. Donc ça, j'attends de voir vraiment la deuxième partie de saison, comment il revient. Je pense que ça va être long, hein. Et lui, le premier a dit que le fait d'avoir un été aurait été bien pour retravailler sur son tir, pour reprendre des sensations. Donc s'il faut attendre encore la saison prochaine pour l'avoir à 100%, ça risque d'être compliqué pour OKC et c'est un truc à prendre en compte, hein, vraiment. Donc ça, c'est mes petits points d'inquiétude. Après, vu notre, j'ai envie de dire le roster, vu la marge que tu as en termes pour l'instant de ce que tu as montré, de bilan, de tout ce que tu veux, tu es encore ultra favori. Et c'est le cas dans les bookmakers, c'est le cas partout. C'est très difficile de se dire il y a une équipe qui va réussir à battre OKC sur une série de 7 matchs. Hein. À l'Est, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas d'équipe qui bat OKC 7 fois. Enfin, 4 fois. Et après, encore une fois, vous avez cité les concurrents à l'Ouest. Minnesota, j'aime bien, mais je suis un peu comme Tom. En playoff, j'y crois moyen. Même s'ils ont fait 2 finales de conf, hein, j'y crois quand même un peu moyen. Et c'est vraiment Denver, moi, qui peut me poser question. Déjà parce que tu as potentiellement le seul joueur meilleur que chez sur une série. Donc ça peut poser question. Parce que tu les as battus l'année dernière, il peut avoir de la revanche, il peut avoir plein de choses. Parce qu'ils ont des joueurs qui te posent problème. Alors il faudra voir s'ils sont en forme. Mais Aaron Gordon, Cameron Johnson, ça peut t'embêter dans le profil. Et puis, voilà, vous en avez parlé à demi-mot, mais en fait, là, leurs joueurs qui prennent confiance et qui y progressent, est-ce qu'ils gardent leur mojo ou est-ce que ça redevient des joueurs un peu que tu n'as pas envie de voir sur le terrain en playoff concrètement? Parce que si Peyton Watson joue comme ça en plus, euh, voilà. Ou alors est-ce qu'il nous fait une Perry Jones et en fait tu le revois jamais? C'est vraiment la question du truc, quoi. Mais oui, globalement, je les trouve, on va dire, sur leur plafond meilleurs que l'année dernière. Alors, il y aura toujours des problématiques à exploiter. Il y aura toujours des trucs où on pourra un peu faire tourner les matchs, faire tourner la série, etc. Mais il y a une partie de moi qui me dit que cette équipe-là a un plafond plus grand que l'année dernière. Et l'année dernière, ils nous ont beaucoup déjà embêtés. Donc, il faudra nous aussi qu'on hausse le niveau de jeu. Tu pourras plus te contenter du niveau de l'année dernière contre eux. Alors que contre les autres équipes, ouais, globalement, si tu as 1 ou 2 joueurs qui mettent des tirs, ça peut passer. Même les Spurs, hein, j'attends de voir encore une fois, comme vous l'avez dit, sur une série de playoffs, ils en ont jamais joué. Ça va mettre de l'impact physique, ça va réduire leur rotation. Il y a des joueurs qui seront beaucoup plus dans le dur. Et puis là, même là, quand OKC a gagné le dernier match, ils ont pas si mal shooté que ça. Hein. Ils ont pas si mal shooté que ça, les Castle, Harper, etc. Alors qu'avant, ils mettaient rien. Là, ils ont remis quand même quelques tirs. On n'a pas pris un barrage, mais on n'était pas si loin que ça à des moments. Donc non, c'est un peu ça que j'attends de voir. C'est Denver et est-ce que OKC réussit encore une fois à faire ce mini switch et bien sûr si J-Dub, enfin quel J-Dub on a concrètement, hein, parce que si tu as le J-Dub actuel, ça peut être compliqué. Si tu as un J-Dub qui retrouve de la confiance, tu peux réussir à faire quelque chose. C'est vraiment lui encore une fois le facteur X. Hein. On en avait parlé tout le long des playoffs l'année dernière. Le facteur X, c'est le J-Dub encore une fois. Ouais, carrément. Après, je pense qu'on fera une preview plus longue, mais pour Denver, le fait qu'on puisse attaquer mieux la zone, moi, ça me rassure un peu sur ça, parce que Denver, ils ont fait le Ouais. 90% de zone sur nous, et j'ai du mal à les voir en homme à homme parce qu'ils n'ont pas de défenseur du point of attack sur chez, à part Christian Brown peut-être, mais quand ils étaient en indiv, il a beaucoup souffert. C'est pour Christian ça que Brown aussi, je l'ai c'est mis un vrai peu en qu'on l'a pas dessous. trop vu aussi. Ouais. Ouais, moi c'est pour ça que je les mets un peu en dessous. Si vraiment défensivement, j'ai pas de setup pour l'instant. Après, Mm. peut-être que Peyton Watson est capable de défendre chez. Je sais pas, je dis des choses comme ça. Est-ce qu'ils peuvent mettre des joueurs plus longs comme ça à voir, hein, s'il est viable offensivement, ils peuvent tester des choses. On est en janvier, les playoffs c'est en avril. La série contre Denver, elle sera certainement pas en avril si on a une. Donc il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, beaucoup de progression. Moi je crois Est-ce encore en que le tu fait les que joues, hein? Kayson, là, je le glisse. Puis même, est-ce que tu les joues? Parce qu'en fait, on le Oui, redit, mais tu as une question de match-up en playoff qui est déterminante. Parce que, pour le coup, Minnesota, ils seraient peut-être contents de jouer Denver. Ils avaient bien aimé les jouer il y a quelques temps. Ça à voir, tu vois. ouais. Pour le coup, peut-être que ils aimeraient. Enfin, les Lakers, pareil, peuvent faire embêter quelques équipes. Peut-être. Enfin, tu vois, il y a une question de match-up où l'équilibre peut tomber d'un côté ou de l'autre. J'en avais parlé avec Constant l'année dernière sur la série, c'était quoi, Lakers-Minnesota, non? Où lui, il était Ouais. partisan que les Lakers allaient exploiter à mort les faiblesses de Minnesota. Je dis, bah, à voir, parce que peut-être qu'ils arriveront à défendre et à faire basculer physiquement la série, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, tu vois, il y a toujours une question d'équilibre où
Ouais, à voir, à voir. Et après, qui fait basculer cet équilibre-là? Caruso l'a fait basculer pour OKC l'année dernière, souvent. Et contre Denver, très souvent. Ouais, surtout lui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, Puis côté Thunder, l'essentiel sur la deuxième partie de saison, ça va être de gérer le niveau de fatigue de l'équipe, mais pas forcément physique, mais mental. Parce que je trouve que dans le mauvais stretch du Thunder, c'est surtout de la fatigue mentale qu'on a vue et qui faisait que tu avais moins d'efforts défensifs, c'était moins dominant. Et c'est pour ça qu'on parle du match contre Memphis comme vraiment un électrochoc. C'est que aussi il y a des cadres qui ont été mis au repos et qu'on a laissé souffler et on a fait jouer les role-players et on a agi différemment. On s'est dit, bon, ce match-là, je suppose qu'ils se sont dit, ce match-là, on veut le gagner, mais si on le perd, c'est pas la mort non plus. Hein. Ça reste qu'un match de régulière, mais reposez-vous, ça ira mieux. Et c'est vrai que depuis ce match-là, il y a eu 3 matchs depuis, hein, mais la dynamique du Thunder est quand même pas la même du tout, quoi. Était sur 3 victoires autoritaires. Donc voilà, il va falloir gérer ça. Et bon, de toute façon, le All-Star Break arrive bientôt. Donc là, c'est dans à peine un mois. Donc, gérer ça, les blessures à voir, et aussi que tu aies un momentum positif, parce que Indiana, l'année dernière, la deuxième partie de saison, ils ont pris un sacré momentum et un sacré élan dans la voile, j'ai envie de dire, et ils étaient partis après, quoi. Alors que tu as des équipes qui sont plus dans la descente jusqu'à arriver au playoff où ça devient compliqué et t'as pas la confiance qui va avec, quoi. Attention, on n'est jamais à l'abri d'un Cleveland qui redémarre ou des équipes comme ça. C'est pour ça que je dis que la saison est longue. Ou d'un Giannis qui change d'équipe aussi, ça peut. On n'en a pas parlé, mais je suis désolé, hein, mais ça peut changer les choses. Il va à Oklahoma City, c'est ça que tu veux dire, Pierre? Ah bah alors, pour le coup, s'il va à Oklahoma, on fait 4 pods en urgence, et pour le coup, je pense que sur le titre année 1, on va voir qui on envoie, mais on sera peut-être plus serein. À voir. Mais il va aux Spurs, on est peut-être moins serein. Je dis comme ça. Sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que les premiers playoffs, ce sera pas ses premiers playoffs à Giannis en tout cas. Après, ils vont peut-être trader Victor contre Giannis, on sait pas. Hein. On sait pas ce qui peut se passer. Hein. Voyez un trade de Giannis aux Spurs un peu plus tard. Laissez-nous la saison pour faire un back-to-back. Après, on en rediscute. Non, mais je sais pas où il l'envoie, mais typiquement, il y a des facteurs comme ça qu'on peut pas juger pour l'instant et qui peuvent changer beaucoup de choses. Giannis en est un. Anthony Davis en est moins un maintenant, vu qu'il jouera sûrement pas. Mais Giannis, s'il change d'équipe, ça change beaucoup de choses, je trouve. S'il va dans un contender, chez un contender, mais je vois pas trop aller ailleurs. Et Ja Morant et Miami, ça change rien. Par contre, vous en faites pas. Non, ça va. Je suis pas sûr. Je pense que ça change pas grand-chose. Ni pour Memphis, ni peut-être. Pour les 8, c'est pas mal, mais bon. Oui, c'est marrant. Un bon deuxième tour maximum, quoi. Ils seront un peu plus chiants à jouer, à voir, parce que on va pas partir en débat là-dessus. On verra si ça se fait un jour. Messieurs, on a été plutôt long, on a pas mal parlé de cette première partie de saison. On a essayé d'amener un peu des avis différents. C'était intéressant, notamment sur ma partie là. J'ai essayé d'être un peu plus incisif dans un avis un peu plus marqué. Donc n'hésitez pas à réagir à tout ça, tout ce qu'on a dit, en commentaire partout, et à nous écouter. Si vous êtes jusque-là, merci, mais n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Instagram, Twitter. Voilà, on est partout maintenant. Et puis, on se retrouve très vite, même plus vite que vous pensez, parce que normalement, on va enregistrer dès cette semaine un autre épisode en live. Donc, tenez-vous informés, on se retrouve très vite, et puis salut à tous.